Hey, bienvenue à tout le monde dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Ça va bien ? Bonsoir à tous. On s'écoute un peu de bonne musique ce soir. On écoute Cruciamentum, C'est pour m'endormir. qui nous chante Piety Carved from Flesh. Tout un programme. Ça va pas changer. Et pourquoi on Ça s'écoute ne change jamais. Cruciamentum? Parce qu'on va parler du Cruciamentum ce soir. C'est une épreuve qu'on passe quand on a 18 ans. Vous êtes au courant ou pas? Bah évidemment, vous l'avez pas passé vous? On sait pas ce qui passait Mathieu dans Dr. Queen. C'est ça. Bah, ça commence très fort avec la référence là. Ça là on l'a pas vu venir. Faut reconnaître. Oui, donc je suis Sartman. Je vais passer mon Cruciamentum ce soir, accompagné de Riley et Clément. Comment ça va les gars? Hey, Ça va. Impeccable. Donc toi tu es Riley. Oui. Que les gens identifient ta voix. Oui, je suis Riley. Tu es Riley. Et toi tu es Clément. Je suis Clément. Et je nous resterai Clément. toute la vie. Ouais, c'est À prévu. peu près, oui, je pense. D'accord. Et nous sommes accompagnés de deux invités ce soir, Faye et James de l'Amicale du Geek. Comment ça va? Du Geek, pardon. Hey. Eh ben bonsoir tout le monde, ça va très bien, on est content d'être là. Bonsoir à tous et oui, nous sommes très contents d'être ici. Vous avez fait du chemin pour venir jusqu'ici. Oui, on a fait beaucoup de Oui, chemin. on a bravé une magnifique greffe partie par des petits lycéens qui adoraient mettre le feu. Salopard de lycéen. Voilà, mais on est Exactement. arrivé. Vous venez de Montpellier exprès pour le podcast. Voilà. Bah ouais. Exactement. Et ça, c'est assez On est sympa. défrayé par l'équipe exprès. On est Bien sûr, des fous. totalement défrayés. En avion première classe. C'était sympa l'avion, le jet privé. Ouais, c'était sympa, on a visité une petite île mystérieuse, mais on a réussi à repartir. Le sommaire, de quoi on va parler, Riley, ce soir? Alors ce soir, on va commencer déjà par faire des gros bisous, hein, bien sûr. Ah, les gros bisous. Moi je viens que pour les gros bisous. Et ensuite, on va décortiquer l'épisode de Helpless, sans défense. Vous êtes préparés? Vous l'avez regardé l'épisode? Oui, sérieusement. Sérieusement. Donc c'est l'épisode 12 de la saison 3 et donc on va parler des hommes de sexe, hein, bien sûr, Sartman. J'adore. On va parler du petit chaperon rouge et on va aussi dire adieu à l'enfance un peu. C'est assez triste cet épisode. C'était bien l'enfance, On t'entend, Sartman. C'est faux. T'essayes de manger là. Après l'épisode, ce sera la rubrique de l'invité avec James et Faye. Et en fin de podcast, on va parler de nos coups de cœur, hein, du moment. Ouais. Donc on va parler bouquins, séries, films, jeux vidéo et de bière aussi. Et bière. C'est important de parler de bière. C'est vrai. On n'en parle pas assez. Be bad. Je vous rappelle un petit principe du podcast. On fait des commentaires audio des épisodes de Buffy pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Oh, ça, je peux tourner ma page, c'est génial. Le podcast existe en MP3 sur iTunes, PodCloud, Podcast Addict et plein d'autres sites incroyables comme Slayer Revival, et Buffy Angel Show. J'aime ton corps, Sartman. On est aussi en vidéo sur YouTube. Je vous rappelle le site internet, moi je suis extrêmement troublé, sur lequel vous pouvez trouver tous les liens. C'est pourquoi Buffy c'est génial.wordpress.com. Exactement, c'est .com, c'est complètement fou. On va commencer, avant d'attaquer le vif du sujet, par faire... Est-ce qu'il y a un jingle annonce? Non, mais on va faire des annonces officielles. Pour vous dire qu'on risque de un peu moins poster de podcasts pendant les prochains mois, car on est très très pris par un tout autre projet qui n'a rien à voir avec Buffy, mais qui a à voir avec les séries. Donc voilà, on est pas mal pris, donc on va essayer de continuer de faire des podcasts, mais ne vous étonnez pas si au lieu des 3 semaines, 1 mois habituels entre chaque podcast, c'est plus du 5 semaines, 2 mois. Là en fait on a commencé déjà. Voilà, là c'était il y a 2 mois le dernier, c'était il y a très très longtemps. Mais donc voilà, on Je va... me disais aussi, ça fait longtemps que vous avez pas vu. Ouais, t'as les cheveux beaucoup plus longs. Vous avez vu, hein? Je me suis pas lavé depuis moi. C'est Ça ça. se voit uniquement pour les podcasts. Et donc voilà, on risque d'être un peu plus moins régulier, voilà. Mais on va continuer de parler de Buffy, voilà. Et quand notre projet magnifique sera terminé, on reviendra à un rythme plus normal parce que quand même, parce que c'est Buffy quoi. Bah oui. On va déconner. Et il y avait une autre annonce officielle, messieurs. Tout à fait. C'est bon. Exactement, on en avait parlé lors du dernier podcast, souvenez-vous, nous allons organiser le 26 avril au dernier bar avant la fin du monde à Paris, donc voilà, métro Châtelet. Une soirée sur le thème de Doctor Who, bien sûr. Non, bien sûr, sur Buffy. Oh la bonne blague. Et oui, petite blague. Et voilà, écoutez, ça se présente très très bien. On espère vous y voir. Si vous nous écoutez et que vous venez, vous êtes évidemment bienvenus et ça va dépoter. On va faire un podcast en public. Il y a un quiz, hein, Clément, t'as préparé le quiz? Exactement, on l'a. C'est prêt, reçu là. mes derniers mails, c'est Non. en train de se préparer, je crois. Voilà. Et puis il y a également un karaoké. Il y a le karaoké sur Le karaoké. Once More We Feeling.
Excellent. We got the mustard Ouais, Je m'entraîne tous les soirs, donc ça intéresse bien. Et puis bah voilà, une soirée, on espère pleine de surprises. On précise que donc il y a plein de gens qui sont inscrits sur Facebook et le dernier bar ils peuvent pas accueillir tout le monde. Donc voilà, donc il faut pas être en retard. Bah ouais. Ouais, ça c'est un peu dommage. Faut être habillé en cosplay Buffy, je crois, pour rentrer ça. Là. On avait demandé Bercy, Clément, c'est au départ, et on n'a pas eu Bercy. Bah, j'attends la réponse devant encore. La porte, quoi. Le videur devant la porte, toi tu rentres pas, c'est ça Bah, C'est ça. Alors, mais on sait pas qui va faire. non mais le tu videur. rigoles, mais il y a un videur dans ce bar. Non mais si c'est vrai, dernier bar il y a un videur, donc Mais il voilà. sera pas en bas avec nous pour Buffy. Bah si, bah il viendra chanter avec moi, j'espère. One More with Feeling. On a hâte. Donc venez nombreux à la soirée Oui, Once More with il y aura Buffy. de la bière. On vous attend, il y aura de la bière, il y aura plein d'autres choses évidemment, c'est un bar. Cool. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathed you? Nothing can defeat the penis. Donc les gros bisous, c'est moi, j'attaque les gros bisous. Je fais un gros bisou à Nico qui nous a fait un montage incroyable de 5 minutes de notre podcast spécial Comic Con. Vous savez, celui où on se baladait dans les années du Comic Con et on demandait aux gens pourquoi Buffy c'est génial. On a eu des réponses incroyables. Effectivement. Et il nous en a fait un montage de 5 minutes, un condensé, il y a quelques semaines. Donc c'était très Qui est très plus bien. facile à écouter comme ça. Voilà. Convaincre les gens que Buffy c'est génial. Et on fait aussi un gros bisou à PodCloud et Pod Radio qui ont fêté leur anniversaire il y a quelques semaines, autour du 1er avril je crois. C'est des gens très cool qu'il faut connaître. Si vous faites du podcast, faut passer par eux, ils sont incroyables. Et si vous voulez découvrir de nouveaux podcasts, la plateforme PodCloud est assez géniale. Et enfin, un gros bisou, j'ai un visuel, un gros bisou à Sarah Michelle Gellar. Ah. C'est qui? Voilà, c'est cette personne dans la vidéo Excellent visuel. Évidemment. qui fête son anniversaire aujourd'hui, figurez-vous. Elle le fait en toute simplicité apparemment. Et voilà, non mais Sarah est en train de tourner la série Cruel Intention. Clément, tu as fait des gros bisous également. Exactement, alors un gros bisou, là, non, on l'a dit, à Happy Hour série, chez qui on était récemment avec Sartman. On a passé une soirée là-bas sur le thème des séries télé en général, et on a fait une petite rubrique sur Buffy. Ah, 1 heure de rubrique quand même. 1 heure c'était? Ah d'accord, le temps est passé super vite parce que c'était très cool. Donc voilà, donc un gros bisou à eux, c'était super cool de nous accueillir. On a pu parler de Buffy avec des gens ultra concernés par les séries télé, donc forcément ça fait toujours plaisir. Il y avait des gens pointus sur Buffy. Hein. Non mais carrément, c'était très cool, voilà. Bah j'ai fini mon gros bisou, si on peut enchaîner. Et t'avais pas un gros bisou à quelqu'un qui nous a mis 5 étoiles peut-être? Sur iTunes. Si, tout à fait. Tu vois, enfin t'avais la tête d'un mec qui veut faire un gros bisou à quelqu'un qui Mais c'est ça, mais j'étais un peu timide. Effectivement, c'est un gros bisou à Anneke. Pour nous avoir mis 5 étoiles. Mickaël. C'est important. Mickaël Anneke. Bah non, t'es con. C'est peut-être pour ça. Gros bisou à cette personne qui nous a mis 5 étoiles. Donc vous le savez tous comme quoi c'est important. Et de mettre 5 étoiles, ouais. De mettre 5 étoiles et évidemment d'avoir posté un petit avis, ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Riley, gros bisou. Moi je voulais faire un gros bisou à des vidéastes qui s'appellent l'Amicale du Geek, avec qui j'ai fait un podcast X-Files sur la saison 10. Ça fait bien plaisir. Et vous êtes là en vrai. Ah mais totalement incroyable. C'est la première fois qu'on fait des gros bisous à des gens en vrai quoi. Non mais c'était cool le podcast. Attends, tu m'entends? Ouais, ça y est, c'est mieux. Faut lécher le micro. Faut pas On le lèche pas vraiment. Mais... Non mais on était bien content de t'avoir dans l'émission. Même si j'ai parlé pas mal, j'ai trouvé. Mais bon, ça c'était le stress. Bah non. Non, je sais pas, moi c'est moi. Bah c'était bien, hein, c'était très bien. Et les autres invités, en plus de moi bien sûr, elle était. Oui, les autres invités étaient cool aussi. Ouais, carrément, ouais. Julia elle était super. Ouais, Julia a beaucoup de choses à dire sur X-Files. C'est un vrai fan, ouais. Ouais, les showrunners. Ouais. Les showrunners. Voilà, gros bisous. Il y avait Tom aussi de Small Thing. Oui, de Small Thing et de. Oui, j'ai vu. Qui était à la Happy Hour avec vous, ouais. Tout à fait. Et l'Amicale du Geek, vous aviez aussi des gros bisous. Oui. Effectivement, vas-y, commence. Déjà, je voudrais dire un gros bisou à des amis de Montpellier qui font un boulot super sur Slayer Revival. Donc, je suis bien contente de les connaître et voilà, quoi, je veux leur faire des gros bisous. Ouais, Montpellier c'est bien, c'est cool. Ouais, meilleure ville sur Buffy, carrément. Ni plus, ni moins. Attention, en Sarthe, on est pas mal. Moi j'avais un gros bisou à Fabien Campaner de On va faire court, un grand fan de Buffy qui nous écoute peut-être. Et voilà, c'était juste pour
pour souligner son travail et lui faire un gros bisou. Le message est passé. Est-ce qu'il y a d'autres gros bisous ou pas? Oui, il y en a encore quelques-uns. Alors moi je voudrais faire un gros bisou au Capowal Seawill de la Cogip. Il se reconnaîtra. Et également un gros bisou au public qui est là ce soir. Et on est en public. Le public, on vous entend pas, faites du bruit. Faites du bruit. Non, pas trop de bruit, non. C'est Riley qui gère le son, donc doucement. Donc c'est fini pour les gros bisous. Donc ça serait le moment de passer tout de suite, immédiatement, à la rubrique sondage. On va passer à la rubrique sondage. On a lancé un sondage, Riley, le spécialiste du sondage. Suite à la rubrique du sondage, on a lancé un sondage lors du dernier numéro. Immédiatement au résultat du sondage de la dernière fois. Rubrique sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas du tout de sondage. Comment ça, il n'y avait pas de sondage? C'était une énigme de Tonton Giles, une énigme que je me suis un peu fait chier à faire, et il n'y a qu'une personne qui a répondu, mais qui a trouvé la bonne réponse. Donc on va faire un gros bisou à Cody qui a trouvé l'énigme de la dernière fois, qui était très dur. Il y avait une page secrète sur le site internet. Vous avez participé, bien sûr. Moi je t'avouerai, j'ai eu un peu la flemme de les compter les épisodes. C'était le nombre d'épisodes avec Jenny Calendar multiplié par le nombre d'épisodes réalisés par Joss Whedon, donc c'est très facile, mais tout le monde le sait. Et on devait ajouter l'année de naissance de Buffy. Donc le résultat c'était 2000. Du coup on peut peut-être préciser, alors c'était 14 fois 22 plus 1981. Voilà. Et ça faisait 2289. Et là sur le... Mais oui, voilà, il y a un visuel. Un visuel. Une fois que tu trouvais la page secrète, tu tombais sur une deuxième énigme. Ah, c'est mortel ça. Et il fallait trouver le nom de visage dans cette image. Donc c'est Cody qui a trouvé, il y avait... Attends, non vas-y. Non, vous allez faire l'énigme maintenant, vous vous foutez de ma gueule. Personne participe, mais là tout le monde participe pour la réponse. J'en vois 8. Moi je suis à 10 déjà. Voilà. Bah, vous avez perdu. Alors, Cody a trouvé la bonne réponse, c'était 13. Il y a 13 visages dans cette image. Voilà, donc tu gagnes un gros bisou et le podcast C'est toi qui l'as dessiné exprès. En avant-première, Cody. Oui, j'ai dessiné exprès, bien sûr. Merci beaucoup, Riley. C'était très sympa. Et tout de suite, on va passer à l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixed in a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. L'épisode du jour, c'est Helpless, sans défense en VF. L'épisode 12 de la saison 3, écrit par David Fury et réalisé par James Contner. On peut dire container aussi, ça me fait rigoler. C'est plutôt rigolo. Ce réalisateur. Helpless a été diffusé pour la première fois le 19 janvier 1999. Des choses à dire, Riley, peut-être sur ce réalisateur incroyable? Alors oui, je me suis renseigné sur ce réalisateur. Il a enquêté. Une grosse enquête, je suis allé sur IMDb et j'ai découvert que James Contner c'était un réel proche de Joss Whedon. Et ils font des barbecues ensemble. Et il a surtout réalisé 13 épisodes de Angel, donc c'est quand même un mec de l'écurie, donc Joss Whedon. Et il a aussi fait Firefly, des épisodes sur Firefly, Dollhouse et Charmed. Excellente série. Super série. Quand t'as pas entendu, pardon, redis ton micro. Super série, moi j'aime. C'est drôle. Ça fait débat. Ça arrive au meilleur. On a débattu pendant des heures déjà avant de commencer ce podcast. Charme. Bien ou pas bien? Je vais te dire, en fait c'est simple. Il y a Alyssa Milano, tu vois, et je suis fan d'Alyssa Milano, donc qui ne l'est pas. Regarde, voilà. On est tous fans. Moi je voudrais savoir, c'est aussi bien que Roswell ou pas? Ah, il y a débat. Il y a un gros débat. Bah, disons que Alyssa Milano n'est pas dans Roswell. Ouais, mais il y a Catherine Hegel là. Alyssa Milano. Bon, bref. Et c'est aussi écrit par David Fury, donc on présente plus, on a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, je sais plus. David Fatal Fury, on a déjà parlé. On n'a pas fait cette blague par contre. Bah, ça y est, c'est fait. C'est donc un des piliers, un des scénaristes piliers de Buffy. Alors j'ai préparé un petit pitch, mais c'est Clément qui va lire. Oui, ça tombe très bien. Voilà. Twist de début d'épisode. Oh la vache. Exactement, c'était prévu. Du coup, alors aujourd'hui, Buffy a 18 ans et elle découvre en même temps en même temps que nous, elle perd ses pouvoirs de tueuse le jour de ses 18 ans. Non, j'ai corrigé les Oui, je remplace pêle-mêle, je vous dis ça un petit peu à l'arrache. Donc, et en réalité, en fait, c'est un Crucianentum. Mais c'est le groupe qu'on a entendu au début, tu pourrais faire un effort. Justement, j'ai pas compris le nom. Alors Crucianentum. Voilà. Un terrible test qui fait passer le conseil des observateuses à la tueuse. C'était le pitch le plus pourri de l'histoire du podcast. En gros, merci, bonsoir, c'était Clément. Elle a 18 ans, elle passe une épreuve. J'ai foiré complet.
Qu'est-ce qui se passe sur le chat, Clément? Alors, Big M nous dit les observateuses, concept pour un film de cul. Les observateuses. C'est vrai que Big M, c'est notre spécialiste. Voilà, Big M toujours au taquet sur l'actu. Si ça se trouve, ça existe déjà. Hein. Les observateuses. Il y a des chances. Bon, il y a des chances, ouais. Est-ce que, au lieu de dire n'importe quoi, on pourrait lancer l'épisode? Parce que moi, je vous attends quand même. Alors, un petit décompte. Carrément un décompte. Ah, carrément. Donc, ça, c'est nouveau. Chez vous, munissez-vous de votre télécommande, de votre souris. On va lancer l'épisode. Si vous voulez le regarder en même temps que nous, c'est maintenant que ça se passe. Hein. On est prêt à appuyer sur play. Si vous voulez pas le regarder, ce moment est un moment comme tous les autres. Et c'est aussi une erreur parce que c'est quand même mieux de regarder en même temps que tout. Et si vous êtes sur Sister, coucou. Entre les pubs. Et bientôt il y aura des pubs, faites attention. On va plus être synchro dans 7 minutes au bout de la première pub. Alors attention, 3, 2, 1... Taupe, je lance l'épisode. Taupe, voilà. Mais c'est très fort, il faut absolument que je baisse le son. Et voilà, mais bon. Donc on commence dans la romance, le pique-nique et baston. Et puis moi, ça y est, là, des galipettes là incroyables. La mise en parallèle à fond là de la romance et de la baston. Il y a un pique-nique romantique là au coin du feu, mais qui se termine en corps à corps avec de la sueur. Hein. Clairement, Buffy et Angel doivent trouver un exutoire à leur pulsion sexuelle et ça devient du combat quoi. C'est filmé comme une scène de cul d'ailleurs. Et puis une baguette. Exactement. Regardez cette baguette à la place du pieu, c'est un pique-nique romantique. La baguette. La baguette c'est romantique, c'est français. Bah oui, elle lui fait ça à la française. On est les dieux de l'amour. Le French kiss. C'est un peu, ça commence fort quand même. Elle est trop romantique Buffy. Angel, lui par contre, il sent plus ou moins en concurrence avec le père de Buffy, hein, parce que c'est la célébration de son futur anniversaire. Oui, c'est ça. Et ça va être donc le thème de l'épisode. Hein. Buffy et les hommes, et surtout Buffy face aux hommes plus âgés qu'elle, hein, les hommes adultes. Donc on va voir ses relations avec Angel, avec Hank, son père, avec Giles. Bon, avec Hank ça va être rapide. avec Giles, avec Quentin, avec Kralik aussi. Vous allez voir. Buffy au milieu de tous ces hommes plus vieux. C'est compliqué quand on a 18 ans. C'est marrant cette métaphore de la baston quand même à la place du sexe. Ah, tu t'en remets pas de la baguette. Non, c'est pas au-delà de la baguette. Non, c'est classique dans Buffy, mais c'est marrant qu'ils aient joué vraiment la scène à fond comme ça avec le pique-nique au départ quoi. Et surtout là, on va aller encore plus dans cette métaphore sexuelle au fait de la relation à Buffy et Angel qui ne peuvent pas faire l'amour tout simplement. C'est pour ça. À cause de la malédiction d'Angel. Donc là, Buffy étudie les cailloux à la bibliothèque avec Giles. Pour une fois, s'entraîne sur la culture générale des tueuses. Donc c'est une deuxième occurrence de la relation compliquée qu'elle a avec les hommes. Donc là, c'est le rapport paternel plus avec Giles. Elle vient d'évoquer son père biologique avec Angel, et là, elle retrouve son père spirituel, hein, Giles. Donc elle passe son temps à tripoter des cailloux de forme ouvertement phallique. Hein, et apparemment, ça, c'était une idée du réalisateur. Ah oui, David Fury s'en défend et il dit non, c'est pas moi qui ai eu cette idée dégueulasse. Hein. Il y a plein de symboles fake dans cet épisode. Non, c'est Container qui a dit vas-y, tripote le truc là, pour bien sûr montrer que Buffy a énormément les hormones en ébullition quoi, et elle peut pas, donc faut qu'elle trouve quelque chose à faire. Je suis poli, je lève le doigt. Mais en fait, les cristaux aussi, ça renvoie direct aux comics aussi, ça peut faire penser à Superman, justement quand il va dans sa forteresse, qui manie des petits cristaux pour avoir des infos, voilà, la kryptonite. Mais ces cristaux ont un effet de kryptonique en plus plus loin dans l'épisode. Donc là Buffy se bat avec l'Angel, c'est très drôle, elle se bat au milieu d'une aire de jeu là, donc elle fait du toboggan, elle perd ses pouvoirs, elle fait du tourniquet tout de suite, et voilà, elle commence à, c'est pas facile. Oui, le décor symbolise l'enfance effectivement. Et voilà, donc là c'est quand même génial, c'est cette jeune fille qui joue à des jeux d'enfants avec un mec plus vieux, se rend compte, et là c'est terrifiant ce qui arrive, se rend compte que le mec il veut plus que jouer, tout simplement. Il attend autre chose d'elle, et donc elle est plus du tout en train de faire des blagues, elle est terrifiée là au moment où le générique arrive. Il y a une réplique, let me know if I'm doing this right, c'est très connoté sexuel, c'est limite du viol quoi. Ah bah là non, mais c'est clairement une scène de viol. La réplique appuie vachement le pieu, on va pas en rajouter, mais voilà, il essaye d'introduire son pieu dans Buffy quand même, et elle est pas d'accord. La façon dont c'est filmé aussi, ça rappelle la scène du début déjà où il y avait cette connotation avec Angel. On fait des galipettes super, alors ça continue quoi. Et puis pour la petite info, David Fury a écrit cette scène, donc là à l'époque de l'épisode, il y avait le soldat Ryan qui était sorti quelques mois avant, et donc c'est une référence il a vu cette scène du soldat ouverte, voilà, à cette scène du soldat Ryan. Le soldat se fait tuer avec son couteau là, son propre couteau. Spoiler. Mais oui, il y a une scène. J'ai dit le soldat. Il y a une scène avec un couteau assez identique. Quel film l'a pas fait ça?
Et donc voilà, donc Buffy, et ça c'est intéressant, Buffy s'en sort avec sa tête, vous avez vu ? Elle donne un coup de boule. Elle met un coup de boule. Et voilà, parce que Buffy va devoir, elle va devoir utiliser son intellect aujourd'hui et non pas sa force, parce que ça fait écho à ce que elle perd sa force de Giles tout à l'heure. Exactement. C'est vrai, tout à fait. Hop, fondu enchaîné, nous voici au lycée, dans la salle d'entraînement. Buffy teste ses pouvoirs et elle n'en a plus. Et c'est ça le problème, c'est qu'elle sent qu'elle a une perte de vitesse et là on a ce plan justement très drôle où elle a pas mis un seul couteau dans la cible. Et Giles a une banane. Et Giles, oui d'accord, oui, non. Mais ça alors vraiment. Hein, je suis à fond. Est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce que vraiment cette banane c'est vraiment un indice ? C'est une idée de. En même temps, c'est louche parce qu'elle est assez dressée. Bon là, il a un peu descendu. Mais tout à l'heure, il est arrivé. Non, mais oui, et puis Giles, j'ai jamais vu de ma vie Giles avec une banane. C'est la première fois que Giles mange une banane. Et James Container, il s'est un peu enflammé, je crois. Non, mais oui, c'est le fil rouge de l'épisode. Il a réalisé des épisodes de Charmed en même temps. Ou alors peut-être que l'acteur avait des problèmes de vitamines ou de choses comme ça. Une petite banane, voilà, en milieu de journée, ça fait du bien, c'est vrai. D'ailleurs, je mangerais bien. Cet épisode va très très vite. Mais il est connu pour aimer se faire péter la banane, ça c'est important. Non, pardon. Se dit en passant. C'est moi ou moi j'ai vu une banane, je fais des blagues. Alors voilà, pique-nique là, donc Buffy explique à tout le monde le rituel qu'elle a avec son père. Pour chaque anniversaire, elle va voir un spectacle de danse sur glace avec des barbes à papa, de ça. On va vite voir que ce rituel doit s'arrêter. Buffy passe chez les grands et elle va subir un nouveau rituel, celui du passage à l'âge adulte, qui est beaucoup moins rigolo. Willow, elle partage son expérience. Elle a dit que plus jeune, elle est allée dans les backstage. My dad took me backstage and I got scared. I threw up on Woodstock. Donc elle explique qu'elle a vu une peluche. Elle aussi a été à un spectacle dansant. Elle a vu un personnage dans les coulisses et que c'est marrant cette petite phrase anodine. Et moi, elle me fait penser à l'épisode Lie to Me qu'on avait commenté la dernière fois. C'était cool. Où on nous explique que les parents mentent à leurs enfants pour leur cacher le monde des adultes. Et c'est un peu ça, comme si les coulisses d'un spectacle c'était le monde des adultes où les enfants ne devraient jamais aller, sous peine d'être traumatisés. C'est ce que dit Willow. Elle dit aussi à Buffy que c'est génial, elle va avoir 18 ans, elle va pouvoir voter, elle va pouvoir se faire drafter par les Knicks ou je sais pas. Mais on va voir que 18 ans c'est aussi des responsabilités et c'est un peu nul. Il y a aussi en fait le côté où on a les parents souvent qui veulent garder leurs enfants petits bébés, qui n'acceptent pas qu'ils deviennent adultes. Donc peut-être aussi le fait d'aller à ce spectacle. Enfin, voilà, là Hank, donc Hank Sommer qu'on a vu en saison 1 et à début de saison 2 un peu, qu'on ne reverra plus, là n'est pas là. Il de force, il impose à Buffy, il dit à Buffy qu'elle doit dire adieu à ses habitudes d'enfant, en annulant cette sortie père-fille qui était le rituel de Buffy à cause de son travail. Et ça aussi c'est pas anodin, on va le voir avec Giles. La première désillusion de Buffy. Désolée. Ouais. Cette scène, quand je la vois, ça me rappelle les flashbacks qu'on avait vus sur lui, où il sous-entendait justement que Buffy en avait marre parce qu'il la voyait comme une mauvaise fille, comme en saison 1 dans Billy. Et là, je trouve que par sa tête, on dirait qu'elle est carrément rejetée par son père. Et du coup, moi à l'époque, je l'avais vachement senti comme ça. Et j'ai dit, oh la pauvre et tout. Ouais, c'est une des peurs de Buffy, vu qu'elle ne vit plus avec son père, de le perdre et d'être abandonnée. C'est ce qui arrive un petit peu. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans un orphelinat. Oui, une espèce de pension de famille, Sunnydale Arms. Donc c'est pas comme ça. Donc là, il se passe des trucs louches. Il y a un mec qui fait du ciment, mais n'importe comment. C'est ça le plus important dans la scène. Il y a un vieil anglais. Il fait le ciment, le mec. On peut parler un peu plus de maçonnerie parce que ça me manquait un petit peu. Moi j'ai préparé un tuto d'1h30 là sur comment faire du bon maçon. On peut y aller. Moi je suis chaud. Non, revenons au caillou. Direct, la scène au caillou qui a une forme de zizi. C'est plus important. C'est scène essentielle. Voilà, avec Buffy habillée en rouge. Attention, ça commence. Rouge. Donc voilà, donc le pire biologique de Buffy la pousse vers l'âge adulte. Buffy ne renonce pas pourtant. Elle va tenter avec Giles d'aller quand même au spectacle de danse et donc de rester une enfant et avec ce père de substitution. Ça marche pas trop. Il refuse. Il est pas trop emballé. Donc elle porte un haut rouge. Les fringues de Buffy vont avoir leur importance un peu plus tard. Là on a un premier indice. Ça va être un épisode très connoté petit chaperon rouge, attention. Même, il va y avoir pas mal de très grand méchant aussi également.
Je fais un petit point chapeau rouge, profitons-en, hein, les gens. Donc Buffy écoute, se fait hypnotiser. Le chaperon rouge, donc c'est un conte à diverses origines, hein, qu'on retrouve dans différentes cultures qui n'étaient pas forcément liées entre elles, avec différentes variantes. Et la version la plus connue en France, c'est celle de Charles Perrault, donc fin 17e, qui nous dit en gros qu'il faut pas faire confiance au côté bestial de l'homme quand on est une jeune fille. Hein. Par exemple, toutes ces scènes entre la petite fille et le loup déguisé en grand-mère. Tu as de grands bras, tu as de grands poils, mère grand. Alors on se rend pas compte quand on est petit, mais c'est clairement des références sexuelles. Il y a le public qui tape dans les fraises Tagada. Là, je dois m'y opposer. C'est en train de faire une piqûre à Buffy. C'est fou. Donc bref, relisez le petit chaperon rouge. C'est avec un regard d'adulte. Moi, j'avais entendu en cours de lettres que le petit chaperon rouge, en fait, c'est toute une référence autour du médecin et c'était pour pousser les enfants à avoir peur du médecin et de pouvoir parce qu'à l'époque de Perrault, tout ça, les médecins pendant qu'ils auscultaient, ils pouvaient profiter un peu. Ah ouais. Non mais oui, c'était toute une analogie par rapport à ça. Mais c'est clairement ça. Le viol, le loup viole la grand-mère, puis veut violer la petite fille, quoi. C'est clairement ça. Il est glauque cet épisode, non? C'est un conte chaud. Un petit peu. Là, c'est carrément glauque. Donc Giles a injecté un produit à Buffy. Voilà. Et donc Buffy va pénétrer bientôt dans la forêt, la sombre forêt de Sunnydale, totalement désemparée et tout de rouge vêtu, hein, couleur pleine de symbolisme. C'est Giles. Et le méchant, c'est Giles. Le méchant d'épisode. Voilà. D'ailleurs, dans cette scène, il occupait tout le cadre, Giles, il dominait complètement l'image. Ouais, bah c'est le retournement de situation incroyable, quoi. Alors, petit point sur le bonnet de Willow. Non, mais je suis très sérieux. Parce que comme elle. Oui, d'accord, mais là, intégré dans cet épisode, on se dit qu'elle représente le monde de l'enfance finalement, avec ses couleurs toutes colorées. Hein, pardon, j'ai pas trouvé de phrase meilleure. Et je trouve que voilà, le lien vers l'enfance dans cet épisode, c'est Willow qui le représente, il me semble. C'est tous les personnages. Ils sont tous comme ça, alors tous les personnages adolescents. Bah, je sais pas, Xander il reste Xander, tu vois. Je trouve que là, Willow, de par son costume, est très marqué. Alors que Buffy, avec son grand manteau rouge, peut apparaître comme plus mature sexuellement, plus ouverte. Oui, voilà, exactement, ça, oui. Bien sûr. Mais Willow, jusqu'à la saison 4, elle était vraiment très enfantine, elle était innocente, pure, machin. Tout à fait. Et puis elle a vu le loup en fin de saison 3, elle a changé. Littéralement, oui. Voilà. Donc c'est la première fois que Cordelia sauve Buffy quand même. Oh, ça arrive souvent. Cordelia est géniale. Cordelia se bat. Cordelia est la vraie héroïne de cette série. Bien sûr. Comme Jar Jar Binks, c'est le vrai méchant de Star Wars. Bien sûr. Donc Buffy est très. T'as pas vu la théorie? Si, que c'est à cause de lui qu'il y a eu tout l'Empire. Oui, mais c'est assez rigolo. Oui, ça c'est vrai déjà, mais c'est assez rigolo la vidéo. Très bien, donc là, la priorité au direct, je suis obligé. Donc Giles, donc là pareil, une nouvelle fois, ça me fait penser à l'épisode Lie to Me qu'on avait commenté la dernière fois. Giles ment clairement à Buffy en disant qu'il n'est pas au courant pourquoi elle a pu ses pouvoirs, et plus tard dans l'épisode, elle le traitera de liar, de menteur, et exactement comme à la fin de Lie to Me, sauf que là il n'y aura plus du tout d'ironie, elle subira son mensonge plutôt qu'elle voudra pour rester innocente. Et donc Buffy aussi, on parle souvent de la normalité dans Buffy, que Buffy cherche à être comme tout le monde, et là Giles lui dit like a girl, tu es à ce moment tu es comme les autres, et bizarrement voilà, elle aime pas, voilà, c'est à chaque fois ouais, parce que ça lui fait un deuxième rejet de son deuxième père, parce qu'elle se dit ça se trouve il m'aime que parce que je suis la tueuse, quoi. Ouais, exactement. Et donc voilà, elle veut être normale, mais quand elle est normale, elle est pas contente, c'est pas ce qu'elle veut, quoi. Un petit mot sur Quentin Travers. Je me suis rappelé qu'il jouait dans Ghostbusters 2 et ça m'a trop fait plaisir parce qu'on parle pas assez de Sophie. C'est le juge. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. C'est très important. Mais là, il incarne la. Je voulais absolument le dire. Il incarne le conseil des observateurs. Ça, je trouve ça vachement cool qu'il décide dans la saison 3 on m'entend mieux. Dans la saison 3 de montrer le conseil des observateurs, de parler de la mythologie qu'il y a autour de Giles et de la tueuse, de développer un peu plus, quoi. Ouais, tout à fait. Et oui, et surtout c'est un moyen de nous montrer que voilà, Willow disait 18 ans c'est génial, tu deviens autonome, tout ça, et là on va découvrir avec Giles que non, à 18 ans t'as un patron, quoi, c'est nul, un patron qui te donne des ordres nuls, et t'as d'autres liens qui t'obligent à faire des choses, d'autres règles à respecter. Tu peux avoir des patrons, tu dois obéir à des politiques, à des dirigeants religieux, à tout ce qu'on veut, et donc voilà, on découvre que adulte, c'est Kralik aussi nul. Il fait très peur. Là on découvre Kralik. Et à travers Quentin Travers, ah oui,
Quentin Travers s'appelle comme ça, juste parce que en hommage à Pamela Travers qui a écrit Mary Poppins. David Fury trouvait que c'était drôle, ça faisait très anglais Travers. Comme il nourrit avec une grande cuillère. Il fait très peur, c'est surtout dans le son, là on n'entend pas, mais il a tous ces grognements et puis après sa voix plus tard font il est flipper aussi quand on a la porte. Alors ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'on ait la porte fermée et qu'on voit pas ce qu'il y a derrière, et ça fait très peur, parce que ça rappelle justement, je le cite souvent mais c'est parce que j'aime tellement ça, ce que disait Hitchcock, qu'il n'y avait rien de plus effrayant qu'une porte fermée, et là c'est vraiment super bien fait, quoi. Carrément. Un petit mot peut-être sur le monstre qui est enfermé comme ça, tu sais, qui est presque refoulé dans son armoire, non? Je sais pas. C'est là que je voulais faire un petit sondage. Peut-être on le fera après du coup. Ok, on fera si après. vous voulez. Hein. Non, mais j'en parlerai après. C'est pas parce grave. que là il y a un débat. Gérer le son et les sondages. Il y a un débat super intéressant sur la kryptonite entre Xander et Oz. Et apparemment il semble que ce soit Oz qui a raison. Riley, notre spécialiste comme. Oui, sur la couleur des kryptonites. Tout à fait, ah oui, j'avais écrit ça, tout à fait, Sarfman. Tout ce super-héros qui se respecte doit passer par cette étape. J'ai perdu mes pouvoirs. D'ailleurs, Faye, tu en parler aussi. Oui, c'est pour montrer que les super-héros, ils sont super-héros même quand ils n'ont pas des pouvoirs. C'est ça qui est plus. D'ailleurs, Batman, il a pas de pouvoir, c'est lui le plus fort. Non, mais ça, c'est un truc qu'on retrouve partout, même dans Iron Man 3, quand il a plus d'armure et qu'il est obligé de se battre. Tout le temps. C'est vrai, Spider-Man aussi, il abandonne à un moment. Et sur le coup des kryptonites, c'est que, il y a effectivement plein de couleurs. Hein. Il y a bleu, vert, rose. J'avais fait la liste et il y a jaune aussi. Doré, jaune. Elles ont tout un effet différent sur Superman. Donc, Oz a raison. Oz a raison dans ce débat de geek. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, ça rappelle tous les cristaux qu'on avait au début, qui ont des couleurs différentes. Il y en a un bleu, un blanc et je sais plus quelle autre couleur. Mais il le réutilise après dans la série, le délire des cristaux Non. Et non. Alors là, priorité au direct, j'ai envie de dire. Donc on voit là ces deux messieurs là qui à tour de rôle s'occupent de Kralik. Alors l'idée de David Fury dans ces scènes là, c'était de montrer l'idée de James Container. Un couple. Non, c'est David là. D'accord. Et ça marche pas trop. Je trouve c'est de montrer un couple qui en chie en s'occupant de son bébé. Tu sais, faut se lever la nuit, ils sont fatigués, c'est pas facile. Le gamin passe son temps à crier. Voilà, ça marche pas trop. Pas du tout. On n'y croit pas. Ça là. Non, j'ai pas vu ça une seule seconde. Bah ouais, c'est ballot. Surtout qu'il y a marqué bonjour, on est des cibles, voilà. Oui, c'est ça. On est là pour mourir. Voilà, on te montre comment on fonctionne, comme ça on va croire que t'es trop intelligent en fait. Et ouais, Kralik est trop. Et Cruciamentum, j'ai pas eu le temps de vous le dire, donc là l'épreuve, Quentin en a parlé juste avant, Quentin Travers, il a parlé de Cruciamentum, c'est juste, ça veut dire torture en latin. Les 18 ans, les tortures de 18 ans. Bien sûr, 18 ans c'est la torture. Donc là, et on peut parler de Kralik aussi, je crois que Big M l'a évoqué sur le chat, j'allais venir, le comédien qui joue Kralik s'appelle Jeff Cober, et il reviendra en saison 6 jouer le dealer de Willow. Le dealer Rack. Excellent personnage, n'est-ce pas? Non. Qui est passé hier sur Sister. Il est très très mauvais ce personnage. Non mais c'est une bonne idée la magie drogue, mais pourquoi mettre un dealer quoi? C'est vraiment accentué le truc. Je trouve la magie drogue ça marche pas. Pour les plus cons, je sais pas. On l'a évoqué autrement peut-être. Oui c'est ça, c'est pas assez subtil, je trouve que c'est pas assez subtil. Tout à fait. Ça peut se tenir, magie drogue. Alors c'est un romantique. Chez Anniversaire, Angel offre des poèmes. Parce que Angel, il a pas de mobile chez lui. Il offre un recueil de sonnets. Ça sert à rien. Et une rumeur dit que quelqu'un fait des recherches sur le sonnet, n'est-ce pas? Oui, un sonnet, figure-toi que c'était une forme de poème comportant 14 vers composés de 2 quatrains et de 2 tercets. Bitch. Ah oui. Il est fort ce Clermont, il est très fort. Donc oui, il offre un recueil de poèmes. Non, je le savais. Donc de sonnet. On est d'accord que c'est le pire cadeau du monde. Oui, mais c'est un truc d'amour écrit par Elizabeth Barrett Browning qui s'appelle Sonnets from the Portuguese. Et c'est des lettres que la nana envoyait à son amoureux. Et son amoureux lui a dit oh mais c'est tellement génial, faut faire ça, faut faire publier ça. Et donc voilà. Donc c'est ça, c'est très très guimauve là, on est au summum de la guimauve. Angel, on est à fond dedans là. Devant la cheminée et tout. On préfère nettement Angel quand il est Angélus, on est d'accord? Oui, d'accord, complètement d'accord. Ouais. J'ai envie de dire que je sais d'où a pioché son inspiration la personne qui a écrit cette merde qui s'appelle Twilight. Ah oui, voilà. En regardant Angel quoi. Ah bah complètement. Par contre, juste là, Angel, je pense que tu vas le dire, je sais plus, mais il va lui dire que justement lui il l'aime pour ce qu'elle est elle et qu'il la connaissait d'avant. Et finalement, ça fait un mec qui la rejette pas. Ouais. Donc c'est bon pour Buffy. C'est marrant parce que moi j'ai vu le contraire. Moi, ça fait un mec qui l'espionne depuis des années. Oui, c'est ça fait un peu pervers. J'essaie d'être positif. Ouais, non, mais t'as raison. C'est un stalker, il faut se l'avouer. Il peut stalker, mais ne pas rejeter. Il a 240 ans, il surveille des ados. Des adolescents, tout
c'est limite. Hein, c'est limite, monsieur Angèle. Tant que c'est poli, que c'est fait de manière bien. Il est très courtois. Voilà. Et il explique qu'il est tombé amoureux d'elle, elle avait 15 ans. Ouais. Et il fait la sortie des écoles, tout va bien. Sacré Angèle. C'est vrai que là ils en font un peu trop dans le romantisme, un peu à deux francs, c'est moche. C'est dommage. Sur le chat, on a quelqu'un qui défend Angel par contre. Il est trop cool. Il est trop cool. C'est peut-être ça la vision du romantisme. Il est cool, mais il est chiant quand même un peu, non? Cerise qui nous dit ça. Cerise, il est un peu chiant, Angèle. Je préfère tellement plus en psychopathe angélique. Un psychopathe, il aurait fait la même chose, mais il aurait empoisonné. Après, il était vachement utile quand même. Ce personnage était très très utile dans les 2 premières saisons. Après, là, en saison 3, on sent qu'il est un peu. Mais il sait plus quoi faire. Il attend de partir. Il est un peu ils savent pas trop quoi faire de lui. Il est temps qu'il aille faire sa série. Et voilà, il pourra prendre son envol. Voler de ses propres ailes. Angélus, Angèle, les ailes. Dans tous les épisodes de la saison 3, dès qu'on le voit, on sent qu'il est là pour partir en fait. Ouais. Comme les méchants de Kralik. On est sorti du conducteur, hein, je sais pas du tout. Exactement, mais c'est pas grave, on va continuer. Hein, on peut. On est très bien. On était sur la pédophilie à ce moment-là. Alors, je retrouve pas ça dans Je pensais que vous allez avoir beaucoup plus de choses à dire sur les pédophiles. Je me rends compte que non, je suis un peu déçu. Bah non, bizarrement. Mais par contre, si sur Kralik pour tout à l'heure, moi je voulais dire que c'était quand même pas anodin à mon avis qu'il soit attaché et enfermé dans une armoire. Tu vois, je pense que symboliquement il y a un truc, il y a un sous-texte quoi, parce que si on pousse l'analyse, voilà, c'est un monstre donc enfermé. Bah tiens, on le voit. Et il est calmé. Attends, il est calmé par des médicaments. Tu vois, donc comme s'il représentait la folie meurtrière qui demande qu'à se déchaîner finalement. Finalement, il est plus, et en plus, on apprend par la suite que ce mec, avant d'être un vampire, était un psychopathe qui avait des problèmes avec sa maman. Mais donc, ça, il est plus serial killer que vampire finalement. Voilà, très belle, très beau résumé par Riley. Et donc là, on poursuit. Si on poursuit dans sa métaphore bizarre là du couple qui s'occupe du bébé, et donc le bébé finit par changer ses parents en bébé également. Tu sais, comme des parents qui finissent par ne parler que de leur bébé. Ah ouais, c'est chiant ça. Oh, il a fait popo, c'est le bébé à ta maman. Il faut arrêter de faire ça. Donc là, il a fait ça, il a réussi ça. Kralik, il a transformé le mec en lui, en vampire donc. On le voit bien accro aux médicaments, c'est vrai qu'il enchaîne. Et c'est comme ça qu'il va se faire avoir à la fin, c'est un peu. Ça, c'est pas terrible aussi. On en parle tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un petit point lumière parce que alors c'est moi ou enfin ça me faisait très penser à bon alors, déjà non mais voilà mais ils ont pour le coup j'essaie de positiver ça me faisait penser au jour des morts vivants avec cette lumière un peu fadasse, un peu verdâtre. Enfin, je me rends compte que sur ton écran c'est différent, Sartman, c'est ça qui est fou. Le jour des morts vivants, c'est dans la base militaire. Ouais. Et il y a des scènes un peu comme ça éclairées très faiblement où tu vois juste les zombies dans l'ombre et tout, et ça me faisait penser à ça quoi. Voilà. Ou alors ils avaient pas de moyens et c'était tout. C'est possible. C'est aussi ça, c'est possible. Sony Del Arms, c'est une super idée de décor, mais ils ont peut-être pas trop de. Du coup, ils éclairent pas tout, les murs et tout ça. Quoi. Ouais, mais à l'image de Faye tout à l'heure qui nous a fait, voilà, montre d'un bon optimisme. Je me suis dit tiens, on va trouver une référence cinématographique à cette scène, quoi. Pourquoi pas le genre des morts vivants. Ça rappelle un peu la maison du tueur dans Le Silence des agneaux, voilà, là, dégueulasse là où Clarice Starling va aussi. Donc. Ouais, dans le sous-sol là, on y parlera plus après, pendant la course-poursuite. C'est pas mal, exactement ça, ouais. Là, Jace a du sang sur les mains. Et là, je voulais faire un point sang sur les mains parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent au cinéma et dans les séries. Moi, j'ai loupé une référence à Evil Dead là. Je suis mettre du sang sur les mains d'un personnage est toujours lourd de sens. Et généralement, ça sert à montrer que le personnage, il a provoqué des drames sans forcément le vouloir. Un exemple, moi, qui m'avait marqué quand je l'avais vu au cinéma, c'était dans Gran Torino, par exemple, de Clint Eastwood. Excellent film, je sais pas si vous avez vu. Dans Buffy, on a par exemple Selfless, le 5e épisode de la saison 7, où Anya se retrouve elle aussi avec du sang sur les mains, et même on la voit laver ses mains dans le lavabo après avoir été responsable d'un carnage dans une maison, dans une fraternité d'étudiants. Et voilà, c'est pas elle directement qui a tué les gens, mais elle a du sang sur les mains, c'est de sa faute. Là, c'est aussi ce que ressent Jace en voyant tout ce sang sur ses mains. C'est symbolique. John Locke aussi a beaucoup de sang sur les mains dans Lost. Il y a aussi, mais pour de vrai, lui. C'est vrai. Mais il y a aussi dans la saison 3 l'épisode où justement Faith et Buffy sont un peu faux folles et que Faith tue l'assistante du maire. Oui, voilà. Et Buffy, elle a du sang sur les mains. Oui, voilà, ça sort tout du sens quand c'est pas toi le responsable vraiment, c'est pas le personnage qui a quand même du sang sur les mains. Priorité au direct, Buffy et Petit Chaperon Rouge se fait emmerder dans la rue. Dans la forêt de Sunnydale. Pareil, c'est un peu. C'est poussif, mais c'est bien. Les deux mecs relous qui l'apportent dans la rue. Tu veux me faire un lap dance En même temps, ça c'est à mon avis une situation classique là. Alors après, il lui propose de faire un lap dance. Je pense que dans la vraie vie, il aurait dit autre chose que lap dance. Mais bon.
On est sur une chaîne grand public. Avec la scène avec Cordelia, qu'elle était moins forte. Ils auraient pu commencer directement la scène avec cette voix de Kralik qui arrive de. Il chante d'ailleurs comme le tueur un peu dans. Il fredonne en fait comme le tueur dans M le maudit, dont on avait parlé une fois, souvenez-vous. Il fredonne M le maudit ? Ouais, enfin il siffle avant de tuer. Je me souviens plus, faut dur. Donc là, ouais, à partir de cette scène-là, clairement, donc référence Chaperon Rouge, bah, alors le manteau, tout ça, que Kralik va voler et va utiliser pour se changer. On dirait Scream 2. Et là... ouais, grave. Le t-shirt blanc. Alors c'est un mix de Scream 2 et de I Know What You Did Last Summer. Ouais, bien sûr. Elle court comme dans le film La Summer. Souviens-toi l'été dernier. Et elle est fraguée un peu comme dans Scream 2, comme je sais plus qui disait, l'un de vous disait ça. Bah quand la scène où elle se fait tuer au début, elle est habillée comme ça. Ouais, et ben c'est oui, parce qu'à l'époque, Buffy, enfin Sarah Michelle Gellar était une vraie Scream Girl, quoi. Elle jouait dans ces genres de films. Et c'est vrai que cette scène, là, elle est une vraie Scream Girl, poursuivie par des monstres sans pouvoir trop voire rarement Buffy faire autre chose que fuir, justement. Finalement, elle est devenue dans cet épisode de ce que Joss Whedon voulait ne pas faire au début de la série. Il voulait prendre à contre-pied ce qu'elle fait là. Bah voilà, l'art du contre-pied de Joss tout le temps. Et ça fait peur parce que de la voir comme ça, on se dit bah merde, on va tous crever en fait quoi. Personne qui va sauver. Buffy a perdu ses pouvoirs, on est foutu. Bah non, parce que la fin va nous montrer que même sans pouvoir, une femme peut mener. Cherche un. C'est simple, les femmes elles font très bien et mieux que les hommes. Voilà. On n'a pas besoin de ces super pouvoirs de tueuse pour s'en sortir. Et voilà, même face à un psychopathe vampire, quoi. C'est quand même pas mal. Donc là, Jace avoue grosse scène. La grosse scène. Révélation, Jace est un petit salopard. Donc c'est plus compliqué que ça justement. On va en parler. À ce moment-là, on sait pas. Donc à ce moment-là de l'épisode, il suit les ordres. Oui, voilà, c'est ça. C'est là que Buffy va le traiter de liar, de menteur. Et là, elle accepte pas du tout. C'est abusé, quoi. C'est trop abusé. C'est grave abusé. Alors là, c'est pas du tout swag. C'est une scène très forte quand même. On n'a jamais vu Buffy et Giles comme ça. Bah oui, la relation est brisée. Un peu Prophecy Girl, un peu quand même. Ah mais de la saison 1. Là, c'est Giles qui a menti dans Prophecy Girl. C'est pas pareil. Il peut rien faire dans Prophecy Girl. Là, il pourrait ne pas faire passer l'épreuve. Ce qu'il va faire d'ailleurs. Non, il va changer d'avis. Mais en même temps, est-ce qu'il se rendait compte que c'était dangereux à ce point-là Est-ce qu'il réalise pas à ce moment-là que quand même, voilà, sa petite fille, il va lui arriver quelque chose et du coup, il se sent mal tout en mettant. Mais ça, tu dis petite fille, il est censé être le supérieur hiérarchique de Buffy et il est plus son papounet. Et c'est là qu'il y a un problème. Si on se met du point de vue de Quentin Travers. L'ailleurs. C'est là. Donc ouais, scène un peu too much, moi je trouve. Ils en font un peu beaucoup, surtout Sarah Michelle Gellar. Moi je trouvais sympa parce qu'on sent vraiment que la confiance est rompue. Ouais, cet épisode-là, ça marque un tournant, enfin un virage en tout cas dans la relation Buffy-Giles. Et ouais, là elle est déçue, elle est extrêmement déçue par Giles, quoi. Et Giles culpabilise. Non, j'aime bien moi. Bon là pour les cheveux c'est tout. Non mais le jeu c'est peut-être un peu long. Le jeu de Sarah Michelle est pas. Ça rappelle le film The Room là un peu. Ouais, tu sais. Avec Tommy Wiseau. Ne voyez pas The Room. Ah si vous voulez rire. Il y a débat. Allez le voir. Le chat The Room, oui ou non? Dites-nous sur le chat si justifier là. C'est trop drôle. Sur le chat, ce que vous pensez de The Room. Ah bah ils sont trahis sur le chat, ils se sentent trahis également, scène par Giles. Comme d'habitude, une scène un peu drôle pour... Cordelia vient, alléger le tout quoi. Bah oui c'est ça, quand ça devient un peu trop lourd aussi, pirouette. Cacahuète. Non mais c'est la meilleure. Cordelia ouais. Bah dis toujours la vérité en arrivant quoi. Les pieds dans le plat à chaque fois c'est très drôle. On adore Cordelia. On adore, on aime bien Cordelia, au point qu'elle lui demande, bon j'anticipe un petit peu là, mais elle va lui demander de repartir avec, ça aussi c'est rare pardon, mais elle demande à Cordelia de la ramener quoi, enfin je sais pas, c'est assez fort pour être signalé. C'est comme si je te disais Riley raccompagne-moi après, enfin tu vois, ouais tu dirais non toi évidemment quoi. Bien sûr. Il te laisserait mourir. Il me laisserait démerder en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Mourir c'est bon. Donc Giles tout seul dans la bibliothèque et voilà. Alors en fait Sartman t'es sur le chat et avec nous, c'est formidable, mais c'est dingue, mais t'es très fort, tu es très fort. Il écrit sur le chat, c'est Big M il m'a soufflé une réplique incroyable que je vais pouvoir partager très en fait bientôt. Le truc Big M c'est que je peux pas relever toutes tes blagues, mais il y en a plein, il arrête pas, il enchaîne et c'est très drôle mais je peux pas les relever toutes. Donc là Mère Grand. Donc là le loup se déguise en petit chaperon. Voilà comme le loup se déguise en Mère Grand pour bouffer le petit chaperon rouge là et c'est pour
Pour bouffer la mère grand. Bouffer la mère grand. Et fin de l'acte 3. Dernier acte, Buffy rentre chez elle. Buffy, alors là, Buffy, elle est dégoûtée et jette le bouquet de fleurs. Donc tous ses papas sont des connards, hein, son père biologique comme son père spirituel. Elle est un peu au bout du rouleau. Mais là, du coup, ça montre que c'est elle qui fait le signe de rejeter son père. Et justement, après, on le verra plus. Parce que je veux dire, il vient même pas à l'enterrement de son ex-femme quand même. Hein. C'est quand même un petit sa mère est salaud. Oui. Le fameux selfie. Non, ce que je te dis. Khalik a fait un selfie avec. C'est bientôt. Ah, mais non, c'était là, t'as raté. Ouais, putain, j'ai passé le selfie. Le chat sans arrêt. J'ai loupé le. Buffy enfile une salopette, hein, comme Chucky, je pense. Chucky, c'est référence à Chucky. Non, évidemment. Elle met une tenue de travail. Oui, si on veut. Moi, je vois ça comme une tenue de travail. Ouais. Fini les jupettes. C'est pas juste pratique pour transporter tout son matos. Non, parce qu'avant, tu sais, elle était un peu jeune, insouciante et tout. Elle avait pas besoin de matériel avant. Des bottes. Elle était forte. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique juste avec comment elle sait où elle doit aller. Bonne question. Tu viens de foutre en l'air le podcast. Bravo, James. Non, parce qu'il lui a dit, Giles. Il lui a dit. Tu veux passer les crucifix. Oui, c'est vrai. En plus, il lui a dit dans la scène de la bibliothèque. Ça m'écoutait pas. Vous étiez sur le chat. Elle a une super mémoire quand même. Hein. C'est une chose. C'est une chose. Donc là, il complètement tarif, fait des photos. Et surtout, comme souvent dans Buffy, on met en parallèle les ennemis avec la tueuse. Donc Buffy ici a des problèmes avec ses relations, dans les relations père-fille. C'est compliqué tout ça, et on lui met en face d'elle un vampire qui a de gros problèmes dans les relations mère-fils. Hein, apparemment, légèrement. Il a bouffé sa mère et il a un problème. C'est pas ultra cliché ça. C'est ce que t'appelles un petit problème mère-fils. Si, il est très cliché, mais je pense que c'est fait exprès justement pour passer l'épreuve. Et surtout, c'est l'épreuve qui fait l'originalité. On nous montre à chaque fois que le héros peut vivre des épreuves que d'autres ont vécues à sa place, et qu'au lieu de devenir un sale con de psychopathe tueur de maman, on peut s'en sortir. Voilà, et ne pas tuer les mamans. Et une autre voie est possible. Une autre voie est possible. Voilà, c'est toujours ça sert aussi de mettre en parallèle les deux personnages. Alors, est-ce que je peux enchaîner sur des références Non, vas-y. Non, je veux dire, est-ce que dans le cas de Buffy, c'est pas la maman qu'elle tue, mais le père qu'elle tue justement? Bah si, c'est ça. Donc du coup, pour passer à l'âge adulte, ça veut dire qu'il faut tuer un de tes parents, quoi. Enfin, non, c'est ça. Littéralement. Mais dit, la Kylo Ren, tu veux dire, ou en moins. C'est pas grave. Maintenant, on sait pas qui est le père de Kylo Ren. Voilà, c'est ça. Mais si, c'est Jar Jar Binks. C'est celui qui est très poilu là. Il est très poilu. Donc jeu de cache-cache dans la maison. Ouais. Alors attends. Pardon, mais c'est du Evil Dead à tout cracher. Pardon, mais là, il y a du Evil Dead à tous les plans. Je trouve, voilà, ce plan précisément. Je trouve que c'est Evil Dead. La lumière également fait penser à Evil Dead. Il y a le feu qui est allumé. Alors, j'imagine que dans plein de films d'horreur c'est ça, mais là le feu qui est allumé dans la cheminée, c'est également Evil Dead. Il y a un plan. Je vais revenir tout à l'heure. C'est surtout très romantique la cheminée, mon petit Clément. Oui, mais là elle est allumée. Elle est rentrée dans la bâtisse. Tu n'as plus ton romantisme. Tu as perdu tout ton côté romantique. Depuis que j'ai vu Evil Dead, moi non, j'ai plus de romantisme. Ça. Donc là, Quentin vient narguer un peu Jace. Bon alors comment ça se passe ce petit Il y a un combat de zizi. Là c'est le Jace rebelle. Et Jace il fait son rebelle et il va mettre Quentin de travers un petit peu. Hein. Merci Big M. D'accord, vous préparez ça depuis tout à l'heure. Jace fait passer ses sentiments envers Buffy cette fois au-dessus des règles qui régissent sa profession. Il agit donc comme un ado. Et donc il a peut-être trop traîné avec eux, trop avec les ados. Il oublie les règles des adultes et par contre il va devoir en payer les conséquences plus tard. Une petite chose que j'avais oublié de préciser, c'est que dans les premières versions du scénario, la drogue là, qui était injectée dans Buffy devait lui faire voir tous ses amis comme des vampires et devait lui faire très très peur tout ça. Donc Joyce, Willow, Xander aussi, sauf qu'ils se sont dit bah non ça ressemble trop à The Wish, l'épisode 9, donc qui était 3 épisodes avant, où Xander et Willow sont en vampire, et en plus Kriti Sutherland, donc qui joue Joyce, la maman de Buffy, est claustrophobe, le saviez-vous, et donc elle n'aurait pas supporté d'avoir un masque de vampire sur le visage. C'est marrant parce que Sarah aussi elle est un peu claustrophobe, justement elle supportait pas qu'on l'enferme dans le cercueil. Parce que j'ai vu que c'est la scène de... Personne ne supporte. Mais je crois qu'elle a été traumatisée par le début de la saison 6. Tim Burton aime bien, je crois. Ah oui, j'avais entendu cette histoire aussi. Bon, mais ça l'a pas empêché de porter une prothèse de vampire quand même en saison 1 pour Billy. Tout à fait. Peut-être qu'on a déjà évoqué. Donc là, Buffy joue à Hide and Seek, un cache-cache en fait.
avec Kralik. Il fait des jeux d'enfants. Et il fait toujours des jeux d'enfants. On en revient au toboggan, tout ça. Voilà. Avant de vouloir lui enfoncer son pieu, Kralik propose des jeux à la jeune Buffy. Des jeux rigolos. Hein. Avant de passer aux choses sérieuses. Buffy, on chie pour juste un vampire, c'est très rare de l'avoir comme ça. Et puis voilà, comme tout bon psychopathe, il confond agression et torture avec le sexe. Hein. Pour lui, c'est lié. Hein. Pour lui, ça, c'est les comment ça s'appelle, les préliminaires hein, pour Kralik. On est d'accord. Tout à fait. Hein. C'est un grand taré. Peut-être d'autres choses à dire. Les références Evil Dead, au chaperon rouge se multiplient. Kralik va parler de Darkwoods, de Grandmother's House. Même lui a vu qu'on était dans le chaperon rouge. Quoi. C'est pour dire à quel point ça se voit. Et là, là c'est très drôle. Hein, c'est parti. Kralik lui propose carrément des jeux sexuels. Là. Il va lui prendre la croix et se la foutre sur la bite carrément. C'est un gros pervers excité par les jeunes filles. Il est très très rigolo. Ça va être juste là. C'est très rigolo. Ça va loin là pour le coup. J'avoue que je m'y attendais pas. Je fais mais qu'est-ce qu'il fait? Et pourtant il le fait. Non, puis il kiffe. Hein. Il a l'air de kiffer. Ils vont à fond dans le côté psychopathe. Ça me faisait penser aussi à. Je crois que c'est le. On voit d'où ça vient aussi, tu vois. Il y a ça dans 51 degrés. Il colle une croix sur le. Je sais pas, il se fait du mal. Une croix chaude. Je sais pas, j'ai vu que le film, j'ai rigolé pendant 30 ans, mais à part ça. Vous avez vu là, quand Buffy est entrée dans la cuisine, c'était exactement le même plan que quand Jace est entré aussi dans la cuisine. Non. Jace, il a déposé une petite galette, sauf que Buffy, elle fonce. Aucun problème. C'est une nouvelle preuve que même si elle n'a plus ses pouvoirs, elle envoie quand même. C'est ce qu'elle a disait tout à l'heure à Angel, avec tout ce qu'elle a déjà vu. Voilà. Maintenant, son regard est fort. Ça reste une meuf super forte et voilà. Et elle va pas à la cuisine pour faire la cuisine, elle va à la cuisine. Là, il va y avoir un décor excellent avec tous les. D'abord la scène de l'escalier, un classique de Evil Dead. Film de slasher quoi. Ah non mais désolé, c'est du Evil Dead partout. Toute cette scène, j'étais à fond. Excusez-moi. Là c'est plus du slasher avec poursuite dans l'escalier. Bien sûr. Dans Halloween. Évidemment, oui, tout à fait. Je déconne. Et après il y a une sorte de décor un peu moins classique mais tout aussi marquant, c'est la salle des Polaroids. Bah, et flippant, ouais, carrément, c'est tout aussi flippant. Moi, il y a un petit côté Seven dans ce. Mais ouais, je me suis demandé dans quel film on a vu ça. En fait, c'est pas je me suis posé la question. Une sorte d'imagerie du serial killer. C'est l'impression qui prend toujours des photos. J'arrive pas à retrouver le nom. Et ben exactement. Il y a pas de film, mais voilà, c'est dans tous quoi. Si vous avez une idée sur le chat, un film où on a ça, un mur de Polaroid, moi ça m'intéresse. Il y a même ça dans South Park. Tu sais quand c'est une image un peu classique. Je suis en train de dire dans Profiler peut-être, dans un épisode de Profiler, genre le gros méchant Jack qui suit tout le temps Samantha qui prend plein de photos. Moi, ça me fait penser au film Le Voyeur de. Alors on nous dit que Emma est claustrophobe aussi, donc Emma Caulfield je pense sur le chat. Il y a deux conversations en même temps les gars, on va pas s'entendre. Toi tu parlais d'un film, ouais. Non, Le Voyeur de Michael Powell où c'est un peu pareil, à un moment la fille c'est un tueur qui lui pour le coup filme et donc c'est à la fin dans une sorte de truc de pellicule avec des rideaux de pellicule comme ça. C'est pas mal. Quel film tu disais? Le Voyeur. Le Voyeur. Donc là, pilule, hein, Buffy, il faut le méchant. Il me faut des pilules. Ça tombe bien. Voilà. En même temps, elle pouvait pas le buter autrement, donc voilà, après tout. Soyons pragmatiques. La cascade, hein, c'est Sophia Crawford, hein, bien sûr, qui fait la cascade. C'est sur une table en carton, hein, donc manifestement. Non, pardon. Non, c'est d'avant en bois. C'est une vraie table. D'ailleurs, en chaîne. Sur la HD, on voit vachement quand c'est la doubleuse. Hein. Ah oui, on voit encore mieux carrément. C'est le doubleur de Spike qui est horrible. Ouais, on le voit pas mal aussi. 300 kilos de plus que Spike. Donc là, le méchant est en train de crever, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc il est en train de boire. Non, pas encore. Il est en train de boire l'eau sans savoir que c'est de l'eau bénite. Voilà. Et le saviez-vous? C'est donc la première et unique fois que l'eau bénite va servir à tuer un vampire. Normalement, c'était juste pour leur cramer un peu la goule ou les faire fuir. Là, ça les tue. C'est là où il est malin quand même, Joss, parce que on s'attendait justement à ce que l'eau bénite en veux-tu en voilà, et bah non. Parce que là il l'a avalé donc vraiment. Là c'est plutôt radical. Hein, même si t'es pas vampire, à mon avis, ça doit brûler. On retrouve le chaperon rouge parce que justement on ouvre le bide du ventre pour sortir la grand-mère. Et là il meurt par là. Et par contre, je suis en train de me rappeler, je crois que le vert ça connote un peu la maladie et la peur. Donc c'est marrant qu'il soit habillé en vert.
C'est sûrement pas une sorte de costume de Michael Myers, une sorte de combinaison comme ça. Ouais. Et là, pour en finir avec le chaperon rouge, vous allez voir une dernière chose. Vous allez voir que Giles va arriver. Je vous dis qu'il y avait plusieurs versions du conte, et dans celle des frères Grimm, donc qui est plus tardive que celle de Perrault qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc c'est plus le 19e siècle, les frères Grimm. Ils ont introduit une autre figure masculine pour contrebalancer avec celle du loup, qui est la figure du chasseur, que maintenant tout le monde connaît, qui n'existait pas avant. Il fait une série de films sur lui maintenant. Et voilà, et donc Giles joue clairement ce chasseur. Ils ont tort. Parce que c'est le chasseur de Blanche-Neige plutôt. Suivant les versions du conte, soit les femmes mouraient, soit elles arrivaient à s'en sortir seules, soit le chasseur arrivait. Donc là, on mélange les deux, elles arrivent à s'en sortir seules, et en plus le chasseur vient tuer un autre loup, parce que là ils avaient besoin de montrer Giles en train de se racheter, de faire un acte héroïque pour se racheter. La scène incroyable où Giles va se faire virer. Et ça, c'est pas banal. Ça, je trouve ça bien vu. Mais elle est on s'y attend pas trop. Elle est belle cette scène parce que on sent que les deux persos ils ont compris leur relation, et Buffy en même temps elle perd son innocence sur le devoir de tueuse, sur comment ça marche, et elle se rend compte que ça va pas avec ce que elle pense en fait. Ouais. C'est très fort. Et Giles paye le prix fort. Exactement. Voilà. Et il apprend dans cette scène que lui aussi était testé en fait en tant qu'observateur et qu'il a totalement échoué. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait un autre observateur qui observait l'observateur, mais bon, c'était pareil. Oui. C'est dommage. Ils auraient pu faire ça. Dans l'autre observateur, c'est dans le 2 épisodes, je crois, il y a Wesley qui arrive. Parce que là, donc Quentin va annoncer qu'il y a un nouvel observateur qui va arriver pour Buffy. Donc ça crée du... Bon, pas dire suspense, merde, mais on a envie de voir du coup qui va remplacer Giles. Bah oui, Giles se fait virer. Buffy découvre que les adultes doivent aussi rendre des comptes, donc et que désobéir ça a des conséquences. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. C'est pas facile. Gratuit. Alors Buffy va envoyer chier gentiment le. Bite me. Avec un beau bite me. Ce qu'on pourrait traduire par va te faire fou, je sais pas comment on peut traduire bite me, va te faire voir. Patois en patois, c'est va te cagate. Voilà. D'accord. Je vais le retenir et je vais le ressortir. Merci Faye Fanel. Pas de problème. Donc oui, on nous dit sur le chat que Buffy et Giles qui sortent du système comme une critique du patriarcat. Oui, j'ai vu, c'est Taiki qui nous dit ça. Ouais, non mais c'est ça, c'est tout cet esprit-là. De toute façon, Buffy c'est une série de rebelles, quoi, de toujours à contre-courant, contre les règles, contre l'ordre établi. Là, je comptais l'évoquer à plus tard, mais on peut en parler là. La saison 3, c'est aussi une saison dans laquelle je vous rappelle que le grand méchant c'est un maire qui fait figure donc de patron de la ville, d'homme politique puissant, de père aussi de substitution à Face. Et c'est tout ça la saison 3, c'est la jeunesse féminine ou non qui se rebelle face à ce vieux mec qui croit avoir le pouvoir. Aux figures paternelles. Donc c'est complètement cohérent cet épisode dans l'arche de cette saison 3. Et Willow a toujours un chapeau. Je m'excuse, hein. Donc là on est dans la maison de Buffy, c'est la dernière séquence. Ouais. On va finir sur une vanne avec Xander qui dit Buffy t'as besoin d'un big strong man, un homme fort, il fait le kéké, t'as enfin besoin de moi. Et big strong man c'est exactement ce que n'est pas Xander. Il prouve immédiatement qu'il est l'anti-mal alpha par excellence. Ouais. Et c'est justement pour ça que Buffy a toujours besoin de lui, parce que pour ouvrir les pots de confiture il n'y arrive pas. Et puis on s'en fout. C'est pour beaucoup d'autres choses que Xander a besoin d'être là. Voilà. Et voilà. Dans un autre épisode. On change les règles aussi des relations hommes-femmes. On est tous un peu Xander, je me dis. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il demande l'aide de Willow et pas l'aide de Oz. Non. Donc ça veut dire que Willow est plus forte que lui. Mais il a compris. Il a compris que c'est les meufs, quoi. Je suis c'est elles qui sont fortes, pas les hommes dans Buffy sont pas forts. Non, ils sont pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression que c'est le générique de fin. C'est le générique de fin, très très vite. C'est passé très vite. On n'a pas dit la moitié des choses. Il y a des choses qu'on n'a pas dit. Bah normal, comme d'hab. Et déjà en premier lieu, Riley, on n'a pas fait de sondage. Bah tu m'as coupé honteusement le sondage. J'essaie de tenter de faire. Je t'ai pas vu le signe. C'était ça. J'ai cru que t'étais pas bien. Je me suis dit qu'est-ce qu'il a. Alors je te propose qu'on fasse notre conclusion et tu fasses le sondage après. Non, je fais pas de sondage. Oh là il boude. Oh. Allez tous ensemble. Le sondage. Faisons la conclusion d'abord.
Alors moi j'avais 2-3 bricoles à dire en conclusion. Non, moi je voulais parler donc on l'a évoqué vite fait, des références au silence des agneaux dans ce film. Mais grave, oui. Alors elles sont volontaires, elles sont légères mais elles sont volontaires. David Greenwalt et Joss Whedon ont dit à David Fury qu'il voulait un vampire psychopathe. Un peu à la Hannibal Lecter, un peu à la Silence des agneaux. Donc on voit bien quand le vampire est enfermé avec sa camisole, tout ça, ça fait penser à la manière dont Hannibal est déplacé, par exemple, pendant le film. Et au-delà des références pas directes, c'est plus une ambiance, une thématique générale qu'il y a dans cet épisode qui nous fait beaucoup penser au film. J'ai revu le film il y a pas longtemps et c'est exactement ça. C'est une petite nana qui se fait le personnage de Jodie Foster là, Clarice Sterling, qui se fait trimballer par des vieux gars tous plus ou moins obsédés, et elle fait tout pour juste faire son travail, mais on lui renvoie toujours son image de jeune femme plutôt jolie, et alors qu'elle veut juste faire son taf, quoi, laisse-moi tranquille, et en plus qui lutte contre des prédateurs sexuels, donc voilà, elle est en même temps la cible parfaite et la meilleure pour les combattre. Et petit clin d'œil à Buffy, évidemment, dans le Silence des agneaux, elle a sa meilleure amie à Clarisse s'appelle Ardelia. C'est bien évidemment un hommage à Buffy. On est d'accord. C'est sûr. Évidemment. Mais tout fait référence à Buffy quand on t'écoute. Et je voulais aussi finir cette conclusion moi en vous parlant d'un bouquin qu'on a déjà évoqué dans ce podcast. Exactement. Donc Philosérie, donc qui est un recueil de conférences qu'il y avait eu, donc c'est marqué des journées d'études qu'il y avait eu en 2009 autour de la série Buffy, avec plusieurs universitaires qui étaient venus parler, universitaires ou pas, chercheurs ou pas, qui étaient venus parler de la série. Et dans le bouquin, donc il y a donc une intervention de Barbara Olzenska qui nous parle précisément de cet épisode de Helpless. Donc dans un article qui s'appelle Philosérie, Buffy, les adolescents meurent à 18 ans, Buffy et le rite du passage à l'âge adulte. Le cruciamentum donc serait donc un rituel de passage à l'âge adulte, et comme beaucoup d'entre eux, il est nécessairement, selon Durkheim, on cite Durkheim dans le truc, c'est nécessairement douloureux. Et ça fait souffrir celui ou celle qui le passe. Donc Barbara nous dit également que le rite reconfigure les relations entre membres d'une communauté de manière nouvelle. Ça c'est à la page 90, si vous voulez aller vérifier. Et donc en effet, on le voit très bien dans cet épisode, entre Jace et Buffy, entre Jace et Quentin, entre Buffy et le Conseil, les relations ne seront plus jamais les mêmes. Et Buffy va découvrir le monde des adultes qui n'est pas plus seulement régi par les sentiments. Elle explique que chez les adolescents, toutes les règles, toutes les relations entre les personnes sont faites par l'affect, par les sentiments. Toi je t'aime bien, je vais traîner avec toi, Ben, chez les adultes pas du tout, c'est les hiérarchies professionnelles, c'est les règles, c'est les conventions sociales qui définissent les relations entre les hommes et les femmes, et c'est ça qu'elle découvre. Et page 110, elle nous dit: devenir adulte à travers le rite de passage, de la façon dont il est présenté ici, c'est donc tester son professionnalisme et sa loyauté envers l'organisation, ses règles et sa hiérarchie. Donc on va voir que même si Buffy a priori passé le test, elle l'a passé de manière peu orthodoxe, et c'est pour ça qu'on va lui coller dans les pattes un vrai observateur qui sera son patron, qui sera Wesley, et qui fera pas long feu, parce que Buffy est fondamentalement une rebelle qui va pas se soumettre à cet ordre des choses. J'ai fini en conclusion. Vous avez des choses à dire en conclusion, vous ? Je vous écoute. Moi je voudrais dire qu'il ne faudra plus utiliser Google Doc, parce que ma conclusion a été effacée. Donc j'adore. Merci. Merci, on continuera Google Doc. Une très bonne idée, Sarpin. Non, je veux juste faire de tête, c'est pas grave. Je pense qu'elle était pas bien, non ? Non, elle était pas bien de toute façon. Non, moi juste cet épisode est à retenir, je trouve, pour retenons l'épisode. Ce virage avec Giles, et c'est une très bonne idée d'avoir fait virer Giles en fait du Conseil des observateurs. C'est une bonne évolution dans la mythologie du. Giles peut jouer pleinement le rôle du père et non plus le rôle de patron. Oui, en étant viré. Ils sont, c'est encore plus fort. Et puis cette rupture là, au milieu de l'épisode que vous avez trouvé un peu surjoué, moi je suis pas d'accord. Je trouve que c'était très fort. Non, mais si, justement, je voulais parler de ça parce que c'est ça que je trouvais le plus intéressant dans l'épisode, à savoir que Giles, enfin les observateurs, à l'image des Jedi ou des Vulcains, tu vois, enfin cet épisode nous pousse. Qui nous colle des références à Star Wars. Laisse-moi finir. Non, j'ai dit les Vulcains également. Parce que cet épisode nous pousse. Tu bouffes à tous les râteliers quand même. Star Trek, Ils sont Star chiants, Wars. je te jure. Alors je peux finir ma phrase ?
parce que cet épisode... Je peux te couper. J'ai le pouvoir des micros. Cet épisode nous questionne sur le sens du devoir quand il est tiraillé avec l'affect. C'est exactement ce que traverse Giles ici, c'est exactement ce que traverse Anakin, c'est pour ça que je parlais des Jedi. Bref, quand ton sens du devoir est plus fort que l'affectif, et ben ça devient compliqué. Voilà. Tu l'as pas vu venir celle-là, hein? Ouais. Alors Anakin, du coup, Non, mais ta gueule, enchaîne. Alors, l'amical du geek, une petite conclusion? Alors, moi je tenais à dire que j'aime vraiment pas cet épisode. Depuis tout à l'heure, je m'emmerde. non, c'est pas ça. Mais je trouve que le méchant est vraiment pathétique. Enfin, non, pas pathétique. Non, bah attends, mais tu permets. C'est vraiment cliché. Ils ont pris tous les clichés du psychopathe de base et ils ont pas essayé d'aller plus loin. Alors qu'il y avait un lien avec Hannibal Lecter. Hannibal Lecter est quand même beaucoup plus, beaucoup plus séduisant, beaucoup plus charismatique. Et là, je trouve que le méchant est vraiment pas. Parce que là, peut-être dans La Science des Agneaux, Hannibal Lecter, il prend un peu la place du héros du film, alors que là. Enfin, il est aussi important que le héros, alors que là, faut mettre Buffy en avant, faut mettre Giles en avant. Kralik est trop bourrin, quoi, il aurait pu avoir un peu plus. Mais l'acteur est bien choisi, avec une super voix. La voix est cool, par contre, la voix marche bien. Ouais. Il joue bien quand même. Moi j'aime beaucoup cet épisode, je trouve qu'il est super intéressant à analyser. Et c'est vrai que moi quand je l'ai vu, alors à l'époque où je l'ai vu, j'avais 17 ans et j'étais en crise d'adolescence et tout. Et moi je l'ai ressenti comme un épisode super triste parce que passer de l'enfance à l'âge adulte, on a l'impression qu'on perd de la magie un peu, c'est terne et tout. Moi je trouve ça super triste. Et il y a surtout le côté, moi je sais que je suis à fond sur, avec ses relations parents et tout ça, mais il y a le fait de se dire que ok, on va devenir peut-être quelqu'un qui va pas ressembler à ce que nos parents ont projeté sur nous. Est-ce qu'ils vont accepter ce qu'on est ou est-ce qu'ils vont nous rejeter? Et je trouve que les peurs de Buffy sur ça m'avait beaucoup touché à l'époque. Je me rends compte que j'ai pas mis le jingle de la conclusion. J'en suis désolé, mes chers auditeurs. Par contre, je peux, si on a terminé avec la conclusion, vous mettre le prochain jingle. Est-ce que ça vous branche? Pour te rattraper, c'est la moindre des choses. Ouais. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça? Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. C'est donc l'heure de la rubrique de l'invité, même des invités. Oui. Faites-vous plaisir. Mais on va commencer par des petites questions. Hein. Parce qu'on bosse les interviews. C'est la tradition ici. Non, première question facile quand même. Votre épisode préféré de Buffy? James et Faye. Moi c'est Tabula Rasa parce que je le trouve vraiment très 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 drôle. Surtout Spike qui est très drôle. Hein, oui, voilà. Ouais. Spike, oui, qui est bien gentil. Qui confond tout le délire autour de la perte de mémoire, je trouvais ça vachement drôle. Et toute la relation Giles Spike qui est très drôle. C'est drôle, ouais. Bon, moi je vais pas être original du tout, mais voilà, c'est l'épisode musical parce que j'adore et je l'écoute tous les jours, écoutez dans mon petit MP3. Après pour être sincère, elle a choisi celui-là, moi j'avais pas le droit de... Alors c'est pas vrai, j'ai dit qu'il prenait celui qu'il voulait. En plus c'est l'épisode juste après donc. Voilà. Ouais c'est ça. C'est mignon. Bah ouais, feeling, on peut que valider ses choix. Tabula Rasa c'est un bon choix aussi, original. Carrément. Comment vous avez découvert Buffy? Eh ben moi c'est mon papa qui regardait le programme télé, il a dit oh regarde il y a une série, il y a des vampires, c'est un peu surnaturel, c'est pour toi, va regarder. Voilà, et comme mon papa à chaque fois il me fait tomber dans des bonnes choses, et ben voilà je tombe sur Buffy. Génial. Je lui fais un bisou. Bah ouais, bien joué. Bah moi c'est la trilogie du Sandy, enfin c'est Charm. Voilà, c'est grâce à Charm aussi. C'était le truc qu'il y avait après Charm. Je regardais comme ça, au début j'ai vu que 2 ou 3 épisodes et puis après je me suis refait avec les DVD d'un coup. C'est Faye qui t'a forcé en fait. Un peu. En fait, je le torture, je me fais l'intégrale au moins une fois minimum par an. Ah ouais, ça c'est bien ça. C'est des bonnes vrais fans, hein. Des bonnes habitudes. Et maintenant, alors attention, là il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce que vous faites quand vous regardez pas Buffy? Donc tout ce reste de l'année où vous regardez pas Buffy, vous faites plein de choses intéressantes. Vous avez donc un site. Et vous nous parlez de pop culture. Une chaîne YouTube. En fait, on a une chaîne YouTube qui s'appelle l'Amical du Geek, comme vous le voyez, donc où on parle de pop culture. Moi, je parle de comics avec une émission qui s'appelle Comics Discovery où j'essaie de partager mes coups de cœur récents. Par exemple, Descender, lisez Descender, c'est trop bien. Ça y est, recommence. On a une émission qui parle de séries télé qu'on vient de lancer.
Ouais, qui s'appelle Geek en série. Alors, on y bossait depuis le début de la chaîne en fait, et on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le concept. Et puis on y est enfin arrivé, et on a commencé par X-Files, qui est une de mes séries préférées. Et là, la suite arrivera bientôt. Voilà, et on a fait un live. Ça c'était le live bilan qu'on a fait pour compléter. Et puis on a une émission de ciné aussi qui s'appelle Coup d'œil en fait. Et maintenant on va parler de films récents et de films anciens. Et en fait le but avec la chaîne c'est de partager ce qu'on aime, de faire découvrir aux gens et aussi leur donner envie de revoir les œuvres et de discuter avec nous après. Parce qu'on adore parler, faire des débats. Donc voilà, venez commenter, c'est super. Commentez. Voilà. Oui, voilà. Commentons. Et puis voilà, et puis bon, on a le blog où on partage un peu tout. Avant, je faisais des articles aussi, parce que à la base, moi, je fais de la critique, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, j'ai un peu moins le temps. Et puis là, on a lancé depuis pas très longtemps un podcast qui s'appelle Bien au chaud, qui est aussi sur la pop culture. Et on fait ça en fait avec des camarades vidéastes. Des amis à nous. Voilà. Et on parle on essaie, ça va être très, très dur de tenir le rythme. On essaie de faire bimensuel et on parle encore une fois, on parle de tout. Voilà. De pop culture. C'est dur de garder le rythme, hein. C'est pas facile. Mais c'est dur d'organiser surtout en fait. Ah oui, de poser des dates et ce genre de trucs. Et puis aussi, on est les spécialistes de la loose, c'est des trucs à la MacGyver, donc on se débrouille toujours pour arriver à nos fins, mais on y arrive. Oui, voilà. C'est ça qui compte. Et alors donc c'est surtout des vidéos maintenant, c'est ça, hein? Ouais. Oui, alors en fait au début on avait commencé sur Montpellier par vouloir créer une association parce qu'on voulait rencontrer d'autres gens comme nous en fait, faire des connaissances, pouvoir se faire des soirées autour d'un verre, parler de ce qu'on aimait. Et puis comme à la base moi j'ai commencé par faire du podcast sur la série Lost et que j'ai connu James comme ça. Ah oui. Voilà. Parlons un peu de Lost. C'est un podcast Lost quand même. Donc vous le retrouvez pas sur internet, mais le Lost Gang, c'était un peu nous. C'était nous, on avait 3 abonnés. Non mais c'était sympa. Et puis bon, après on a voulu recommencer à faire du podcast tous les deux. On avait commencé par une émission sur le ciné, et puis voilà. Après comme on est des gros passionnés de vidéos et qu'on a pu observer d'autres gens sur notre région qui en faisaient, on a dit allez on se lance, banco. Parce que la vidéo c'est un peu plus. Donc, ouais, maintenant si on veut vous suivre, c'est surtout par les chaînes YouTube. Ouais, c'est surtout les chaînes YouTube. Ouais. D'accord. Vous faites beaucoup de vidéos? Vous sortez souvent? On essaie, alors, ouais. Là en fait on a dans eu le public des ça confirme. On essaye d'en faire souvent, mais c'est vrai qu'on a eu des petits soucis de matériel, mais là on a bien récupéré et on essaie. Normalement on a 2 émissions mensuelles, donc le Comic Discovery qui est devenu mensuel à partir de ce mois-ci, et Geek en série normalement aussi c'est une chaque mois. D'accord. Et l'émission ciné revient aussi. Oui voilà. Vous avez pas un projet super productif, vous faites plein de trucs, c'est cool. Ouais. On essaie. Le chômage, ça aide quoi. C'est ça le secret, hein, d'accord. Riley, on nous réclame à corps et à cri le sondage. Ah oui, c'est écrit, ouais, bien sûr. Je pense qu'il faut, il faut faire le sondage. Hein. Quel est le sondage de la semaine? Tout à l'heure était très bien passé parce qu'il y avait une transition. On était censé avoir peur dans la maison, souvenez-vous, dans l'orphelinat. J'ai eu très peur. Non, alors quel est le monstre le plus effrayant de la série à votre avis? Parce que là, on avait très peur. Ah, c'est facile. Bon, on fera un article parce que j'ai amené des visuels, regardez. Je vous ai imprimé des feuilles. Pour ça, les invités peuvent voir les têtes de. Ah, bah t'as mis celui que. Voilà, donc il y a Kralik, il y a Kralik qu'on a vu dans cet épisode, hein, qui est un vampire mais qui est surtout un tueur psychopathe. Der Kinderstod, ou le tueur d'enfants d'allemand, hein, qui apparaît dans un épisode de la saison 2, Kill by Death, qui est très très flippant. Il y a aussi le Niarl, donc c'est toi aussi Clément tu fais tourner au public carrément. Oui, je fais tourner au public. Le Niarl c'est un ogre mangeur d'humains dégueulasse, hein, c'est dans la saison 7. Si, il faut allumer dans l'épisode Same Time, Same Place, il fait très très peur. Ouais. Il y a aussi un autre monstre, alors j'ai pas réussi à trouver son nom, mais c'est un extraterrestre dans l'épisode Listening to Fear. De la saison 5. Le truc qui arrive. C'est lui là. Ah oui, qui rampe au plafond. Ouais, il rampe au plafond et il y a une sorte de triple bouche dedans. Ça fait très peur. Ah oui, t'en as choisi des bien sales. Hein. Ouais. Bien, et enfin, bon, alors les plus connus, hein, je pense qu'il va gagner le sondage, mais c'est pas grave, on tente quand même. Évidemment, les gentlemen de l'épisode Hush. Qui sont déjà le maquillage est super réussi. Voilà, donc on va remettre les images sur internet et puis vous allez voter sur le site. Vous mettez 5 étoiles sur iTunes aussi. Rien à voir. Ah non, parce que du coup on fait le sondage à la fin, je suis perturbé. C'était un super sondage. Tu mettras un sondage sur Twitter. Ouais, je mettrai un sondage. Ah oui, on fera un sondage Twitter, j'adore faire ça. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons passer à vos coups de cœur. Vous êtes prêts? Vous avez préparé vos coups de cœur? C'est tout de suite la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Attention, c'est parti. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who.
For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Et je vais vous parler d'un bouquin de Buffy. Ah bah tiens, voilà. Donc n'allez pas me demander quel est le lien avec Buffy, hein, sinon je vous mets des claques. Ça s'appelle... donc vous vous rappelez, c'est le mien, c'est une photo de ma couverture à moi personnelle. Donc c'est parce que j'ai pas trouvé sur internet de photos de ce bouquin de bonne qualité. Tellement c'est vieux, je pense, et inconnu. Non, mais on en a parlé avec Carole, non ? Quelques fois, non, avec Guillaume, qui était venu nous parler de ça. Donc les livres à l'époque de la grande mode Buffy, donc ils avaient sorti plein de romans dérivés. D'un niveau assez inégal, et là j'en ai lu un par hasard que j'ai trouvé pas mal. Alors bon, je me suis un peu enflammé parce que donc je l'ai mis dans mon conducteur avant de l'avoir fini. Je l'ai fini. C'est vrai que tu avais l'air très enthousiaste. Ouais, la fin est pas dingue. Mais rien que pour tout le début, toute la première partie, c'est assez cool. Alors je vous pitch vite fait, c'est un bordel pas possible. Tous les personnages du Scooby Gang, Buffy, Giles et Xander, mais laisse-moi finir, font des rêves et s'imaginent dans la peau de gens vivant à Salem à l'époque de la chasse aux sorcières, et il se passe un truc. Donc t'as deux histoires en parallèle. Déjà t'as l'histoire à Salem, l'histoire à Sunnydale. Par là-dessus arrivent des mecs, il y a un journaliste qui fait des enquêtes sur le fantastique, t'as une nana qui parle avec les morts et tout, là c'est quoi ça, du spiritisme, voilà, des gens qui font du Ouija qui arrivent. T'as notamment une nana qui arrive, une ancienne pote de Giles de la fac, hein, c'est complètement fou. Enfin, t'as plein de personnages. C'est bon. Et t'as plein de personnages. Alors après, c'est un peu le bazar du coup, mais j'ai trouvé que c'était très très cool, toutes ces idées donc déjà les deux histoires en parallèle qui se reconnectent à un moment donné. Et du coup c'était dommage parce que tous ces bouquins sont très très courts. Il fait quoi ? Je regarde la page 150 pages. Il fait 180 pages et c'est écrit très gros. Enfin voilà, c'est très court, ça se lit très très vite. Et pour le coup, cette histoire, on aurait eu envie qu'elle dure plus longtemps, qu'elle soit plus étoffée, parce que je vous dis, il y a plein de personnages, plein d'histoires différentes, plein de personnages. Ce personnage de chasseur, il y a un journaliste qui vient enquêter et tout. Ça tient la route dans l'univers de Buffy. Moi je trouve qu'un journaliste se mette à enquêter sur ce qui se passe à Sunnydale, qui dit que personne se pose des questions, et que Buffy soit emmerdé parce que du coup il y a ce mec qui était là qui est suivi par des caméramans et tout, enfin bref, plein de choses sympas. Voilà, après voilà, c'est pas de la grande littérature, mais j'ai passé un très bon moment et rapide comme c'était une... Il y a vraiment un monstre avec un design aussi moche. Enfin... Et ben non, ce monstre, je sais pas ce que c'est, il est pas dans le bouquin en fait. D'accord. Ouais, c'est une reprise, on dirait que ils ont changé la tête du maître. C'est n'importe quoi. Ils ont mis une sorte de taupe, d'homme taupe. Ils prennent n'importe quoi comme poireau. Bien sûr, mais oui, c'est n'importe quoi. Non, mais voilà, c'est vrai qu'il est sympa. C'est très... Tu l'as lu aussi, Faye? Ouais, je l'ai dans ma collection. Ouais, ça se lit vite et tout, c'est rigolo comme tout. Voilà. Ça maintenant c'est à Riley, je crois. Riley. Alors moi je voulais juste parler vite fait de la meilleure série de la Terre, de Lost, et Lost bien sûr, Banshee, qui a repris pour sa saison 4. Donc là on voit un teaser de la saison 4 qui a commencé en ce moment. Surtout pourquoi on en parle, c'est que dans cette saison 4, bon, elle n'est pas encore arrivée mais elle arrive très vite, il y a Elisa Dushku qui jouait Face. Voilà, pour l'instant on a vu 2 épisodes. Qui débarque dans Banshee pour jouer l'agent du FBI Veronica Lawson, qui a l'air d'envoyer du gros pâté dans la bande. Parce qu'il faut savoir que tous les personnages de cette série ils se tapent dessus en fait. Ils sont tous vénères. C'est une série avec des gens vénères. Elle est la Face. Et c'est Banshee, c'est l'histoire d'un shérif qui débarque d'un ancien prisonnier qui devient shérif un peu par hasard, qui débarque dans une ville Banshee qui est un peu contrôlée par les Amish. C'est toute une. Mais c'est n'importe quoi cette ville. Il y a des nazis, il y a des gangs indiens, il y a tout le monde, des Espagnols. Et donc ça joue vachement sur les codes de la série B. Ça pousse tous les codes à l'extrême. Et ça fait aucune concession avec les personnages. Ils en chient tous. Il y a toujours des morts à chaque saison. Tu t'attaches à un perso et puis il tient 3-4 épisodes et puis c'est tout. On a vu Elisa. Ouais. Donc ça va être c'est la dernière saison où ils vont envoyer le gros pâté, c'est sûr. Et donc on a hâte de voir Elisa Dushku. Voilà, c'était juste... voilà, très bonne série. C'est quoi, c'est 10 épisodes, 8 ou 10 épisodes, c'est 10 épisodes par saison. Donc voilà. Après voilà, c'est une série assez prêt à regarder. Ouais, c'est une série assez radicale dans son traitement de l'image, dans son traitement des personnages. De la violence, du sexe aussi, c'est violent. Ça n'arrête pas de coucher ensemble. C'est misogyne, c'est vraiment... Non, vraiment, c'est tous les codes de la série. Ouais, des côtés racistes. Voilà. Des adjectifs très... Non mais voilà,
voilà. Non, mais il faut savoir ce qu'on va regarder quand on regarde ça. C'est pas, c'est radical. C'est radical, mais c'est exprès dans la provoque. C'est pas justement quand il y a des nazis, c'est des nazis de cartoon, de bande dessinée. Ouais. Et quand il y a des bastons, c'est des bastons de bande dessinée aussi. Tous les personnages sont exagérés. Ouais, et même la mise en image aussi, le montage est complètement fou. Est-ce qu'il y a un méca Hitler? Parce que si c'est non, il n'y a pas de méca. Alors je ne regarderai pas. Il y a un petit leader la nazi là en saison 4. On avait essayé de regarder avec Faye et on a tenu 3 épisodes. Donc 4 épisodes. Mais oui, mais ça je comprends totalement que ça peut pas plaire à tout le monde parce que comme pour tout ce que je viens de dire, c'est une série vraiment qui a son identité très forte et très marquée et voilà, faut soit t'adhères, soit. Puis il y a les meilleures scènes de combat de toute l'histoire de la télé. C'est ça, moi j'ai regardé un épisode et c'est une scène de baston pendant tout un épisode. Et attends, mais pour le coup, je salue la prouesse technique, c'est-à-dire qu'il y a des chorégraphies de fou et ça ne s'arrête jamais. Jusqu'à un Fatality et la Mortal Kombat où le mec le finit d'une manière atroce. Je crois qu'il lui a arraché la gorge avec les dents, je crois que ça finissait comme ça. Non, à la main, il lui arrache à la main, d'accord, bon, c'était à la main. Bref, et je me suis dit, ah ouais, quand même, mais par contre, non, pardon, mais j'ai pas accroché quoi. C'est pour voir ça. Ils vont très loin et ils ont pas peur de faire évoluer leur statut quo. Au moins c'est original, ça change des séries remake, reboot et compagnie. Exactement. Ouais, c'est un concept. Puis ils arrêtent à la saison 4 là, c'est vrai que on le sait, on sait que c'est la dernière, c'est annoncé depuis l'écriture donc. Et juste pour finir, excellent générique aussi. Voilà. Il y a combien d'épisodes par saison? 10. Bon, ça va. Quand le remake français? On tourne la semaine prochaine. On va parler d'un film maintenant, je crois, Faye, avec toi, non? Oui, tout à fait. Je voulais parler du Breakfast Club, qui est un film qui a été cité pas mal dans Buffy dans les premières saisons. Même Buffy, des fois, se comparait à Molly Ringwald, une actrice du film. Et pourquoi c'est super? C'est un des meilleurs films sur l'adolescence que vous pouvez regarder encore maintenant et vous y retrouverez. Ouais. En fait, l'histoire, c'est 5 jeunes qui se retrouvent un samedi matin enfermés dans une bibliothèque en colle et ils doivent écrire un texte pour dire en fait qui vous pensez être réellement. Et toute la journée, ils vont discuter, ils vont essayer C'est un huis clos en fait. Voilà, c'est un huis clos, ils vont se découvrir, ils vont tous voir qu'ils portent des masques, qu'ils subissent des pressions, que ce soit des pressions sociales à l'école, des pressions au sein de la famille. Et donc du coup, ils vont apprendre les uns des autres. Et c'est vraiment un film vraiment que je vous conseille, que j'aime d'amour. Il est mortel ce film. Vraiment, puis vraiment. John Hughes, tu l'as dit peut-être. Ouais, non, j'ai pas dit encore. C'était pareil, il a fait beaucoup de films dans les années 80 qui étaient sur l'adolescence. Par contre, après, Ferris Bueller par exemple. Après, il s'est un peu perdu en tant que scénariste. Bon, il a fait Maman, j'ai raté l'avion. Ça, moi, j'aime pas trop, mais je sais qu'il y a des fans. Mais il a fait quand même Bébé en vadrouille. Ouais. Il a été quand même scénariste sur Les Visiteurs en Amérique. J'ai vu ça dans des recherches. Il faut bien bouffer, hein. Voilà, mais ce film, franchement, regardez-le. En plus, ça a été énormément repris dans les séries. Vous avez toujours. Écoutez-le. Voilà, aussi la musique. Mais vous avez toujours un épisode de série qui va faire référence à ce film-là. Oui, il y a 40 000 épisodes. C'est de Dawson aussi qui se passe. Non, mais c'est un film culte. C'est un film culte pour toute la jeunesse américaine. Et c'est un film qui encore maintenant, tu le regardes ado, tu te dis mais putain, mais en fait c'est trop. Voilà, tu leur mets des portables dans les mains, c'est les mêmes quoi. Oui, voilà. Et donc la bande originale de Simple Minds, elle fait bien plaisir. Génial. Et je crois même que The Office, Community est carrément juste inspiré, est parti de ce film quoi. Le concept de la série est parti de ce film quoi. Ouais. James, tu vas nous parler d'une série animée. Ouais, je vais parler de la meilleure série animée du monde. Carrément. Ni plus ni moins. Je n'enlève pas les superlatifs. C'est vraiment une série animée. C'est une série animée de Disney. C'est une série animée, tu voulais dire, c'est ça? Oui, c'est une série animée de Disney et c'est ouf de voir un truc aussi qualitatif sur Disney Channel. Ouais, sur Disney Channel. En fait, c'est l'histoire de deux gamins qui partent chez leur, je crois que c'est leur oncle. C'est Gravity Falls. Gravity Falls, donc une ville de Gravity Falls. Et leur oncle tient une espèce de manoir où il montre plein de trucs un peu bizarroïdes. Et en fait, il se rend compte que au lieu que ça soit des trucs bizarres et des trucs faux, que dans cette ville de Gravity Falls, il y a plein de trucs super bizarres comme le premier épisode est génial. Au début, t'as l'impression que c'est tout un truc autour d'un vampire et en fait non, c'est des gnomes, plein de petits gnomes, voleurs de slip. Voilà, on a des fantômes, on a des zombies, on a toutes sortes. En fait, cette ville, c'est un peu un Sunnydale. Il se passe plein de trucs et les gens ils sont. Et il y a 40 millions de références par épisode. Et c'est un des meilleurs personnages féminins de dessins animés que j'ai jamais vu de ma vie avec Mabel Pines qui est super cool, qui est super marrante. Enfin, vraiment cette série, on a commencé à regarder avec Faye et en un week-end on avait tout vu.
Donc, il y a combien d'épisodes? Il y a pas beaucoup, je crois qu'il y a deux saisons et là, avec ça vient de une finir, vingtaine d'épisodes par saison et ça vient de finir là. Mais... Et le gars a dit qu'il y avait que 2 saisons point barre. Ah oui, d'accord. Donc c'est le malheur, on est triste. Et c'est marrant parce que moi ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent de cette série et t'as tout de suite dit c'est Disney et moi justement c'est ce qui me faisait tiquer, on m'en a parlé plusieurs fois et plusieurs fois je suis allé voir et tout et je voyais Disney. Je vais pas aller voir cette série Disney sur Internet. Et bon, je vais peut-être me forcer finalement parce que oui, il faut pas avoir d'a priori, c'est complètement con. Et un truc qui est super cool dans cette série aussi, c'est que vous avez plein de petits trucs cachés. En fait, le créateur s'est amusé à mettre des codes partout dans la série. Il y a des codes à trouver, par exemple dans le premier épisode, qui vont donner des réponses à la fin de la saison et tout. C'est super cool. C'est Tonton Jace qui fait les énigmes. En fait. C'est ça. Regardez. Ça fait penser à Marshall et Simon. Ah pardon. Non. Marshall et Simon, vous connaissez cette série produite par Spielberg? Bah, c'était 2 enfants dans une ville, mais c'est en fiction. À qui il leur arrivait des histoires comme ça, c'était des histoires bouclées aussi, toujours un peu fantastiques. C'est quoi le titre anglais? Erie, Indiana. Non. Indiana comme le chien. Comme le département. Maintenant, on va passer aux coups de cœur qui n'ont rien à voir avec Buffy. Pas du tout, ouais. La rubrique préférée de Clément. Bah ouais. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Hey, Scotty, you find anything? Scotty! Scotty! You bastards! Why are you torturing me like this? That is the stupidest thing I ever heard of. Moi, je vais vous parler d'un bar. Parce que ouais, c'est bien. Alors désolé, encore pour les non-parisiens, c'est un bar qui se trouve à Paris. Ça s'appelle le Reset Fine Gaming and je sais plus ce qu'il y a marqué. C'est un concept complètement génial. Un bar dans lequel tu joues à des vieilles consoles. Alors c'est un peu rétro gaming, mais c'est pas si rétro que ça parce que au sous-sol il y a des consoles plus récentes. Mais bref, tu joues à des jeux vidéo avec tes potes et en même temps tu bois des bières. Est-ce que c'est pas le meilleur concept de la Terre? Je vous le demande. Mais là tu le fais ailleurs quoi, à l'extérieur. À l'extérieur et oui, et c'est gratuit. Ah oui. Moi, c'est gratuit. Les bières sont gratuites. Non. C'est open bar tout le temps. Tu payes ta bière, mais t'as plein de jeux. Tu peux jouer gratuitement. Mais ouais, moi je trouve ça complètement génial. Alors ça a l'air surtout sympa, tu peux jouer à des vieilles consoles, donc il y a le côté nostalgique. Moi je me suis fait l'autre fois 2 heures là sur Double Dragon Master System, c'était assez génial. Metal Slug aussi c'était génial. Metal Slug, je vous explose. Mais il y a plein de choses. Voilà, là il y a la liste des. Voilà, ils ont de l'Atari, Master System, GameCube, PS2, Dreamcast. Alors voilà, il y a des consoles un peu plus récentes. Hein. En dessous, donc au rez-de-chaussée, c'est des consoles un peu vieilles. Et en dessous c'est les consoles un peu plus récentes. Il y a notamment un endroit où tu peux faire un groupe et jouer de la musique avec les guitares de machin. Rock Band. Guitar Hero, voilà, il y a la batterie, il y a plein de choses. Et t'as des tables, j'adore le concept des tables de 4. Et il y a un écran sur le côté et il y a 4 manettes quoi. Donc t'es là, tu joues. Enfin voilà, j'adore. Et quand est-ce qu'on y va? Oui. Et ben c'est parti. Là, hop, fin de podcast et on y va. Oh, ça a l'air trop. Bref, donc oui, j'ai pas expliqué. Reset Bar. Tac, ça se trouve au 17 rue du Cygne pour ceux qui vont du côté de Paris, c'est à Châtelet. Hein. Et oui, alors voilà, c'est ce que je veux dire aussi. On parle d'un truc à Paris, mais tu m'as dit Riley que ça existait dans d'autres villes en fait. C'est pas. Je suis allé à Angers. Angers, très belle ville, superbe ville, et il y avait un bar exactement pareil, il y avait on peut faire du rétro gaming et tout. Donc renseignez-vous, de toute façon il y a ça dans vos villes. Il y en a 2 à Montpellier, mais voilà. Le Final Spot et ouais, mais c'est pas pareil, c'est plus de l'e-sport et sur des trucs récents. Non, il y a un bar, il y a le Meltdown, mais il y en a déjà un Paris, je crois, un Meltdown où c'est vraiment de l'e-sport, où vous pouvez regarder des matchs de e-sport, et il y a le Final Spot où vous pouvez jouer à des jeux vidéo et regarder de l'e-sport. Et ben ils ont l'air de faire des événements aussi au Reset, j'ai vu de suivez-les sur les Facebook, tout ça. Ils font parfois, il y a des soirées où ils font des tournois ou des trucs et donc on peut venir voir des joueurs qui envoient du pâté quand même. Voilà. James, c'est fait que vous aviez des systèmes Buffy qui n'ont rien à voir avec Buffy, je crois, hein, c'est ça? Ouais, moi j'en avais un petit, c'est vite fait sur un petit youtubeur, enfin un vidéaste plutôt, qui s'appelle Il y a plus de saison. C'est un ami à moi, il est dans Bien au Show avec nous. Et en fait, il fait des émissions sur les séries télé terminées. Il en a fait 2. Une sur Sliders, les mondes parallèles. Ah oui, excellente série. Et sur une des meilleures séries de tous les temps, Code Quantum. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr. Et allez voir ce qu'il fait. Donc il y a plus de saison sur YouTube. Il était dans le chat tout à l'heure. Oh, gros bisou. Il fait un coucou. On lui fait un gros bisou. Et franchement, allez voir ce qu'il a fait. C'est vraiment qualitatif. Et il y a vraiment un boulot de fou dessus. Voilà.
Cool. Il n'y a plus de saison. Très bien. Moi, c'est simple. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui nous suivent un peu, mais bon, je saoule tout le monde avec ça. Mais à part Buffy, j'ai un grand amour dans la vie, c'est Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Donc, lisez Tolkien, c'est beau, c'est la vie. Vous apprendrez tout là-dedans. Vous voyagerez, vous rêverez. Et puis, quand vous ferez des épreuves, vous direz mais pense à Sam, comment il a fait quand il a dû porter Frodon. Non, mais fait Sam à ma place. C'est vraiment un univers travaillé. Et moi, je m'attache aux persos, c'est des amis. C'est comme Buffy, je le lis minimum une fois par an. Quoi. Je compte même pas les films parce que voilà. Mais voilà, je vous le conseille à tout le monde et c'est ma marque de fabrique. Tolkien. On valide le Tolkien. J-R. Clément ? Oui. Clément. Oui, alors moi je voudrais vous présenter, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle le Ciné Club de Monsieur Bobine. Je sais pas si vous connaissez nos amis de l'Amicale du Geek. En fait, c'est des petites vidéos très complètes, très drôles, aux analyses pertinentes et extrêmement bien documentées sur des grands films qui nous ont marqués ou des grands réals que j'ai adoré redécouvrir via cette chaîne YouTube en fait. Ils ont même tenté de percer le mystère. Michael Bay, auteur incompris ou réalisateur abruti. Voilà, c'est à vous de. Alors je vais aller voir cette chaîne. Oui, je te la recommande. En plus, ces mecs, donc en plus de faire cette chaîne, ces gens, voilà, on ne sait pas si c'est des mecs effectivement. Enfin, d'après, c'est une bobine apparemment. C'est Monsieur Bobine. Monsieur Bobine nous fait des critiques, nous critique sur les films qui nous ont marqués et également ils ont fait une web série que vous avez peut-être vu qui s'appelle Erwan et Maël. C'est les mêmes mecs. Ah oui, c'est vachement bien ça. C'est les mêmes mecs, ouais, ils ont. Donc c'est des Bretons, je crois. Évidemment. Du coup, voilà, ouais. Enfin, ils revendiquent leur bretonitude, Erwan et Maël. Complètement. Et voilà, alors je fais un double. Si t'aimes Buffy, tu vas peut-être aimer ça parce que pour le coup, cette web série, je vous invite à aller voir Erwan et Maël. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas pu poursuivre dernière nouvelle. Ils ont fait une campagne de crowdfunding. Donc si vous voulez leur donner un petit coup de main, écoutez, je vous le conseille parce que ça vaut le coup. Voilà, un gros bisou d'ailleurs. À Monsieur Bobine. Il est temps d'arrêter le podcast. Allez, oui, on va laisser les gens tranquilles. Si par contre on pense à mettre des 5 étoiles et des commentaires, des messages sympathiques sur iTunes, commentez le podcast. Si vous voulez donc des infos, parce que comme je vous dis, on va être pas super régulier, mais on va continuer de publier, ne vous inquiétez pas. Et bien pour ne pas nous louper, Twitter, Facebook. Et c'est tout. Mais voilà, Twitter, iTunes, si vous nous suivez sur ces trucs-là, vous aurez de nos nouvelles sans problème, ça c'est sûr et certain. On remercie beaucoup Faye et James d'être venus. Merci de nous avoir invités. Donc on rappelle, le public a très envie d'applaudir. Voilà, le public applaudit. Bravo. Donc on rappelle l'Amicale du Geek. C'est ça le nom du site? Oui, l'Amicale du Geek, YouTube, voilà, l'Amicale du Geek, on vous trouve facilement. Vous tapez, vous trouvez tout, Facebook, Twitter, on est partout, Tumblr, voilà, partout. Clément, tu nous rappelles ton Snapchat? C'est quoi? pour que... Ça sort cette histoire. Clem 90. Voilà, 90. Tu snaps? Voilà. Tu snaps un peu? T'es coté sur Snapchat pas? Qu'est-ce qu'il vous craquez les gars complètement? Non mais attends, moi je voudrais dire un petit big up à Big M qui soutient la web série française. Les web séries françaises, il y a que ça de vrai dans la vie les gars. Genre IPM et tout ça quoi. Bon, un gros bisou. Riley a quelque chose à ajouter? J'envoie le générique de fin. Ouais, et la prochaine fois je ferai pas le son. Hein, c'est vraiment très cher. Bah, je me suis trompé de fond. Voilà. Toi non plus, tu feras pas le son la prochaine fois par moi. Merde, je l'ai pas, j'ai on peut pas s'occuper du conducteur, du son, en fait, de la regarder prochaine fois, l'épisode. ça sera muet et puis vous ferez que du mime. Ah bah, il fallait C'était ça, je l'ai fait, je l'ai. Attention, c'est parti, je l'ai fait. Non. Allez, bisous. C'est un fail, epic fail. On va le faire à la bouche. Il sera rajouté en post-production, désolé les gens. Voilà, on va raccrocher salement du coup. Il y aura pas de musique pour dire au revoir. Comment ça? Putain, il est où? Donc tu parles de ce qu'on fait d'habitude de musique. Attends, je peux peut-être l'avoir. Laisse tomber, ça je vais l'avoir. Ça fait comme ça, Non, mais je vais l'avoir. Si, ça fait ça. Ça fait ça. Il a. On a eu très peur. Allez, salut tout le monde et pensez à nous mettre 5 étoiles et un gros bisou. Des gros bisous. Au revoir. Merci beaucoup d'être venus et à très très bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Et surtout, gros bisous. Portez-vous bien. À bientôt. Soyez prudents sur la route. Voilà. Et à bientôt.